Salut! Donc, on se retrouve ce matin. En fait, je vais un petit peu suivre dans la lancée que j'ai amorcée hier. Donc, on était quand même dans des grandes interrogations. On abordait des grandes questions. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler un peu des phénomènes, comment les manières où par lesquelles la connaissance se développe aujourd'hui, puis aussi les manières dont on se retrouve en collectivité, qu'on fonctionne en collectivité, donc des processus démocratiques, comment tout ça se trouve à être influencé par justement des développements numériques. On n'a rien qu'à penser, bon, évidemment, très facilement à Internet, aux médias sociaux, tout ça, et comment ça vient vraiment agir sur nos manières d'interagir en collectivité, mais aussi un peu comment la connaissance se transmet en fait de personne à personne, un genre de réseautage qui se développe. Pour parler de ça, je suis bonne pour faire des détours historiques et philosophiques. Là. Pour parler de ça, je voulais parler de paradigme spatial, c'est-à-dire que chaque société a tendance à générer son propre paradigme spatial. Toutes les sociétés ont une manière de concevoir leur environnement, leur monde, puis vont structurer leurs échanges sociaux, leur manière de consolider leur société en fonction de ces paradigmes-là. On a juste à penser, par exemple, à la Renaissance, comment la Renaissance était, puis ça revient un peu à ce qu'on disait hier, donc l'émergence de l'humanisme, toute une manière de penser le monde qui est vraiment centré autour de l'humain et qui table sur son autonomie, en fait, et son libre arbitre. Ben, à la Renaissance, un peu le reflet de ça, c'est que tout le rapport spatial était vraiment influencé par la mesure de l'homme. On a juste à penser au nombre d'or, aux proportions vitruviennes, et la perspective linéaire. Donc, c'était une espèce de rationalisme, une espèce de rectitude, mais aussi un ordre de mesure qui part toute de la réalité de l'homme. Donc, un espèce d'un anthropocentrisme positif, là, que je dirais. Là. Donc, on part de la réalité de l'homme, puis là, on développe le bâti, la société, l'environnement et même notre compréhension du monde en entier, notre cosmologie. Donc, évidemment, on n'a rien qu'à penser à des représentations comme Léonard de Vinci, comment toutes les modes de représentation à cette époque-là étaient entièrement construits selon une logique, une perspective linéaire extrêmement rigoureuse. Donc, tout le bâti était pensé dans cette mesure-là, de mesure en fait, et qui déterminait finalement carrément les valeurs et évidemment à l'homme de Vitruve qui était les calculs de mesure pour la conception de tout, incluant les modes de circulation, les routes, les régions, mais aussi les structures sociales. Donc ça, c'est vraiment, ce serait... C'est juste des exemples historiques pour vous faire comprendre comment il y a des paradigmes dominants, en fait, qui structurent des sociétés à des époques données. Un autre exemple, si on pense à la France médiévale, s'était développée d'une manière très organique au gré des échanges, des routes carrossables qui tranquillement se développaient en chemin, puis une ville s'est comme construite à force d'agglomération, d'intensification d'échanges, tout ça, ce qui donnait une ville qui était très labyrinthique en fait. C'est un vrai dédale en fait, parce que c'était le reflet d'une non-planification à quelque part. C'est simplement le vécu qui s'est intensifié, la population qui s'est comme concentrée là au gré des siècles, et la ville portait la trace finalement, l'espèce de stratification de ces échanges-là. C'était la résultante de ça tout simplement. On arrive à la France du Second Empire qui est extrêmement centralisée, qui a un pseudo-dictateur, qu'on pourrait dire, qui est vraiment, on change radicalement de perspective. Et là, la ville, sous l'influence notamment du baron Haussmann, se fait carrément découper. Comme on passe le bulldozer là-dedans. Ben, il n'y avait pas des bulldozers dans le temps, là, mais bref, on coupe à travers la ville pour créer ces immenses boulevards-là qui
sous les bons côtés, assainissent la ville, il y a beaucoup plus d'air, il y a beaucoup plus de lumière, il y a moins de maladies, on peut mieux s'orienter dans la ville, il y a des grands axes centraux. Donc, avec l'intensification, l'urbanisation là, qui se passe quand même au 19e, on peut mieux fonctionner dans cette ville-là. Mais c'est aussi une ville qui permet un meilleur contrôle de ses populations. Quand il y a des quand justement l'empereur ou l'administration, la gouvernance fait ses parades dans la rue, on peut surveiller la population à partir des toits. Ces grands boulevards-là sont aussi des axes de surveillance et de contrôle. Donc, on voit justement des paradigmes qui changent vers d'une décentralisation puis d'une espèce de fonctionnement un peu organique vers un fonctionnement planifié, structuré, ancré, géré et centralisé, en fait. Donc, encore une fois, ça, c'est juste des exemples pour refléter un peu cette idée-là. Là, j'ai une petite question pour vous. Donc, si on avait à réfléchir à justement des modes d'engagement avec l'espace, des paradigmes spatials aujourd'hui, qu'est-ce que vous considéreriez qui marque notre rapport à l'espace aujourd'hui, à votre avis? Grande question, là, mais je ne sais pas, penser à comment nos villes sont constituées, comment nos déplacements se font, mais comment le travail aussi s'organise. Ce serait quoi la différence avec des époques antérieures? Qu'est-ce qui caractérise nos manières de vivre en collectivité aujourd'hui? C'est pas... Je vois qu'il y a comme du bouillonnement d'idées à Montréal, mais je vous entends pas. Je vois juste comme les bras. Qu'elle se lève à chaque fois, sans fil. Je sais pas, on dirait que c'est très fragmenté. OK. Cette idée de comme il y a plusieurs... on dirait qu'il y a beaucoup d'avenues, en fait. Oui. L'avenue du numérique. Mais je ne saurais pas comment le définir plus clairement. Comme une démultiplication de modèles ou de structures? OK. Ouais, c'est intéressant. Ben, en fait, c'est pas ce qui m'avait arrêté à première vue, mais effectivement, je pense que c'est vraiment le cas là où les modèles ou les variantes, en fait, les modes d'engagement sont rendus multiples aujourd'hui. Puis je pense que c'est avec aussi l'accumulation des modèles du passé où on est rendu à une époque où on peut comme piger puis choisir, en fait, retenir des traits marquants puis amalgamer ça dans des visions multiples et complexes. Mais une chose, moi, qui me marque vraiment de notre époque, puis ça recule quand même un petit peu en arrière, là, en fait, ça recule aux années 60, mais c'est ce que j'appelle une perspective icarienne ou panoramique. C'est-à-dire depuis qu'on a été capable pour la première fois de photographier la Terre, en fait. Donc, je pense qu'il y a un moment pivot là, dans le regard de notre propre environnement, à partir du moment où on était capable d'avoir ce niveau-là de recul pour se regarder, avoir un espèce de regard introspectif, mais de mise à distance comme ça. Et ça, c'était beaucoup à travers les développements en aérospatial puis en astrophysique, en fait, qui ont été l'élément déclencheur. Puis aujourd'hui, ce qui catalyse ça, puis qui concentre ce mode de compréhension-là de notre environnement, ben c'est l'autoroute des satellites, en fait, où on passe notre vie à se regarder nous-mêmes par cette mise à distance-là satellitaire c'est comme si on se regardait à travers un miroir spatial, finalement. Puis on est tout le temps, si vous réfléchissez, mettons, à la concentration d'images sur Internet maintenant qui sont des prises de vue satellitaires de l'environnement du monde. Il y a juste à penser à Google Maps, en fait, à quel point c'est omniprésent dans nos vies aujourd'hui. Et c'est un mode de regard sur l'environnement, je veux dire, qui n'y a pas si longtemps que ça, était inconcevable d'avoir, c'était impossible. Et ça fait très longtemps que... je pense que ça fait très longtemps qu'on avait le désir d'avoir cette espèce de mise à distance-là, ce regard-là englobant de notre monde. C'est très séducteur, d'une part. C'est pour ça que j'appelle ça perspective icarienne. C'est parce que Icare... il s'était fait un dispositif avec des ailes, puis là, il s'envolait vers le soleil, puis là, il se sentait donc puissant, il pouvait voir le monde au complet, c'était malade. Puis là, il ambitionnait, puis là, il a monté vers le soleil jusqu'à ce que ses ailes fondent, puis là, il est tombé, puis il s'est noyé. Bon. Fait que là, c'est comme une petite leçon de l'hubris humaine, mais en fait, pour moi, Icare, c'est vraiment l'image de cette vision-là englobante, à quel point...
en fait, ça nous donne énormément d'informations, puis ça nous donne le sentiment d'avoir un regard éclairé sur notre monde. En fait, dans une large mesure, ça nous donne un regard éclairé sur notre monde. Les premières fois où on avait plein d'images de la Terre, des vues satellitaires, de voir notamment certains ravages qu'on faisait, l'ampleur des ravages territoriaux, tout ça, ça nous donnait, encore une fois, un relais de conscience. Ça nous permettait de prendre conscience de la nature de notre présence, de notre marque, de notre trace sur cette Terre-là. Et aujourd'hui, en fait, on intègre des technologies comme les technologies GPS, de géolocalisation, à toute heure de la journée, en fait. Moi, c'est extrêmement rare que je me rends à un endroit où je me suis jamais rendue sans d'abord avoir une compréhension aérienne de cet endroit-là où je me contente plus là aujourd'hui de me casser la tête à négocier des panneaux puis à pas comprendre puis à me tromper de chemin puis à me désorienter puis à prendre 2 heures de plus là. Je veux dire, c'est plus quelque chose qu'on accepte dans nos vies. Donc cette rationalisation-là de l'espace cartésienne, elle est totalement ancrée dans notre mode de vie aujourd'hui. Mais ça, c'était un changement radical avec les périodes antérieures. C'était inexistant. Et les quelques rares personnes qui accédaient à ça, c'était des privilégiés, là, puis il y en a qui ont risqué leur vie, d'ailleurs, pour accéder à ce point de vue-là. Il y avait un photographe au 19e siècle qui était tellement obsédé à l'idée de pouvoir comme représenter, justement, pas la Terre, parce qu'il n'y avait pas la technologie pour ça, mais il montait en montgolfière, en fait, puis représenter Paris, puis Boston, puis avoir cette vue-là aérienne, puis lui, c'est vraiment l'histoire du cœur. Il a ambitionné là-dedans jusqu'à ce qu'il y ait un accident de montgolfière, puis je pense que il était avec sa femme est décédée, en fait. Donc pendant longtemps, ça a même été, en fait, une immense prise de risque. Puis toutes les premières cartes, les cartographies, c'était cette ambition-là de comprendre le monde dans son ensemble, d'avoir une compréhension englobante. Mais toutes les premières cartographies étaient tellement approximatives ou à moitié fantasmées, en fait, parce qu'on n'avait justement pas accès à l'information factuelle. On ne pouvait pas être en haut dans les airs comme un satellite aujourd'hui et faire « Ah, le continent, il ressemble vraiment à ça ». Donc, c'était toutes des approximations à partir du sol. Donc, ce qu'on a, en fait, par rapport à la manière de fonctionner puis d'interagir avec l'environnement avant et aujourd'hui, c'est un contraste que moi, je symbolise à travers les mythes de Dédale et Icare. Mais en fait, aujourd'hui, on a les deux ensemble. On est tout le temps en train de relayer une position dédalienne et icarienne, en quelque sorte, dans notre rapport à l'espace. Donc, petit wrap-up mythologique, donc Dédale. Dédale, c'était le père d'Icare, puis Dédale, il était vraiment hot. C'était un ingénieur, puis il était brillant, puis il avait été engagé par le roi... Je ne me rappelle plus quel roi. Chronos, Mythos, quelque chose de même. Enfin, un roi ambitieux celui qui avait le Minotaure, OK? Puis là, le Minotaure, c'est comme mangeait tous les ennemis du roi. C'était vraiment un... Oups! Ça se peut-tu que mon micro fonctionne encore? Ah oui, OK, parfait. Donc, c'est ça, ce roi-là avait le Minotaure, donc il était vraiment invulnérable. Tous ses ennemis se faisaient manger par ce gros monstre-là, c'était merveilleux. Mais il fallait quand même qu'il gère le Minotaure, genre qu'il ne mange pas comme sa population à lui. Bon. Fait que là, il a engagé Dédale pour construire un immense labyrinthe dans lequel emmurer le Minotaure pour qu'il puisse jamais... pour qu'il ait le contrôle, en fait, sur cette bestiole-là terrible. Et donc, Dédale qui désigne un labyrinthe dont on ne peut jamais sortir, d'où l'expression « un dédale ». En fait, c'est que quand c'est un dédale, tu t'en sors pas tout seul, en fait. Tu es vraiment embourbé dans quelque chose de complexe. Puis c'est ça, c'est impossible de s'en sortir. Jusqu'au jour, mais là, pour que Dédale ne révèle jamais la clé du labyrinthe, le roi machin chouette, dont j'ai oublié le nom, l'emprisonne, lui, avec son fils Icare, dans une espèce de tour là, infinie. Et là, Dédale fait comme, non, c'est pas vrai que je vais rester pogné là. Fait que là, demandez, je sais pas comment, il réussit à genre séduire des aigles ou des oiseaux, je sais pas trop, puis là, il récupère leurs plumes, puis là, il conçoit, avec ses petites chandelles dans sa petite prison, un dispositif d'aile pour que lui et son fils s'enfuient de la dite tour jusqu'à ce que son fils ambitionne, s'approche du soleil et fasse fondre ses ailes et tombe. Donc, en gros, Dédale, c'est vraiment la figure symbolique d'une capacité à
être en interaction avec le monde à son niveau, en fait. Et la capacité d'interagir dans le monde, dans la complexité de ce monde-là. Donc, d'être capable de penser et de naviguer dans un labyrinthe, en fait. Alors qu'Icare, lui, c'est la possibilité de s'extirper de cette complexité-là, de se détacher, en fait, des contingences d'un environnement et là, d'avoir une vision plus rationnelle, plus englobante, panoramique, finalement, de cet environnement-là. Donc, et ça, en fait, il y a énormément de pratiques artistiques qui reposent essentiellement sur ce contraste-là. Toutes les formes de dérive, en fait, tous les artistes qui travaillent sur un mode de circuler dans l'environnement, qui font comme des marches performatives. Et là, ils alternent très souvent aujourd'hui entre des données GPS et une expérience incarnée de l'environnement avec ses odeurs, avec les gens qui croisent, avec des histoires qui grappillent, avec des mésaventures, etc. Et ça, c'est de mettre en relation, un peu en tension, cette espèce de contraste-là dédalien et icarien du rapport à l'espace. Puis aujourd'hui, on a accès aux deux dans un échange totalement libre. À chaque fois qu'on marche puis qu'on regarde Google Maps, on est en train de shifter d'un à l'autre. À chaque fois qu'on conduit, dans plein d'activités, en fait, qu'on fait. Mais avant, les gens étaient pognés à déler le labyrinthe du monde à temps plein, dans le sens qu'ils étaient complètement pris dans le marasme de la complexité de leur environnement et ils se développaient une compréhension super raffinée, peaufinée à force d'échanges, d'expériences, d'apprentissage dans cet environnement-là. Donc, eux, la durée comptait énormément, en fait, pour pouvoir bien fonctionner. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a un paquet d'artistes qui jouent sur ce contraste-là, en fait, vraiment essentiellement grâce aux technologies de géopositionnement à travers leur travail. Un que j'aime particulièrement, Jeremy Wood, qui est un artiste anglais, travaille constamment au GPS. En fait, il dessine au GPS, si vous voulez. Puis lui, il aime utiliser cette technologie-là qui est à l'origine une technologie de surveillance. C'était développé par l'armée, puis c'était pour mieux espionner puis surveiller des adversaires, etc. Lui, il reprend le GPS et ce qu'il essaie de nous dessiner il nous fait le portrait, en fait, d'un rapport au quotidien à un environnement extrêmement intime. Dans ce cas-ci précis, ça, c'est un lopin de terre dont on peut quand même présumer la forme, là, qui est le terrain de la maison de sa mère en campagne anglaise. Et là, lui, sa mère est comme vieillissante. Je pense même qu'à ce moment-là, elle a commencé à décliner, là, à tirer vers sa fin. Et lui, de plus en plus, a comme pris de la place pour entretenir son terrain. C'était sa manière à lui d'être présent pour elle, puis d'être sa mère qui adorait ses jardins, ses plantes, etc., tout ça. Et là, ça ici, c'est simplement une carto de ses passages à la tondeuse, en fait. Fait que là, ce qu'on a, c'est le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Mais ce qu'on a surtout, c'est une espèce de comme traduction de son engagement envers sa mère, son lien filial envers sa mère, sa manière d'être présent pour elle en étant extrêmement présent sur son terrain, puis en prenant soin de son terrain. C'était sa manière à lui de dire à sa mère « je prends soin de toi », en fait. Donc, lui, il travaille tout le temps sur des projets où on est vraiment dans un rapport très rationnel. Il est au GPS, il fait simplement suivre ses déplacements, mais derrière ça, il y a toute une charge émotive, en fait, mémorielle, affective. Puis c'est vraiment l'art pour lui d'évoquer le personnel, l'intime même, à travers des dispositifs comme ça, très cartésiens, ghost. Et en fait, ce qu'on voit, les concentrations comme selon l'épaisseur de la ligne, là, c'est très physique, etc. Une autre carte qu'il a développée comme ça, c'est une carte qui appelle de la fréquence de passage. Donc, les endroits où il passe le plus souvent sont vraiment plus lumineux, tandis que ceux où il passe plus rarement sont très ténus. Et ça, c'est à Londres. Donc, c'est un peu, encore une fois, une cartographie de son Londres à lui, en fait. Et de la ville dans tout le sens qu'elle prend pour lui, en fait, avec qu'on peut comme racoler, qui est pas tangible en soi, mais de social, d'émotif aussi, d'appartenance, bref. Donc, cette idée-là de ramener, encore une fois, le rapport très cartésien à l'espace, puis d'évoquer, en fait, toute une strate émotive par ce recours-là. À un niveau pas mal plus politique, un projet que j'ai vraiment trouvé très évocateur, c'est un collectif qui est
qui n'existe plus aujourd'hui. Je pense qu'ils ont comme travaillé ensemble peut-être 10 ans, qui s'appelait Multiplicity, puis ils ont fait un projet qui s'appelait The Roadmap. Puis ça, c'était simplement... c'est qu'en fait, eux autres étaient sensibles aux divergences d'expérience du rapport au territoire chez les Israélites puis les Palestiniens sur la frontière, en fait, qui les divise, la fameuse Green Line là, qui sépare la Palestine d'Israël. Et donc, ils ont parti un projet où ils entreprenaient de traverser du nord au sud ou du sud au nord ce grand territoire-là, le long de la frontière. Puis, ils ont envoyé, disons, en mission de voyage, un Israélite puis un Palestinien pour comparer le différentiel d'expérience que ces deux individus-là vivaient selon leur statut national, selon leurs documents légaux, puis les fameuses des checkpoints. Ce serait quoi en français, un checkpoint? Ce serait pardon? Un poste de contrôle, d'accord. Donc, et là, en fait, ce qu'on voit ici, donc ça c'est le pendant, justement, GPS cartésien du projet, c'est-à-dire la rationalisation de ces deux voyages-là. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le trajet de l'Israélien, mon Dieu, je suis toute confuse dans mes noms. Israélien, hein? Ouais, merci. C'est un anglicisme, israélite? Ah, OK. Donc, l'israélite ferait référence plus à un courant comme religieux, en fait. OK, super. Donc, israélien. Et à droite, ici, on a l'itinéraire du Palestinien qui devait prendre des tonnes de détours, qui devait, qui pouvait plus circuler en voiture par moment, qui devait marcher à pied, qui devait, en fait, carrément passer clandestinement certaines zones, parce que sinon, il aurait juste bloqué là, et qui avait à peu près 5 fois plus de postes de contrôle, en fait, à franchir que l'Israélien. Donc, ça, c'est le regard, justement, très panoramique, cartésien ou icarien de leur trajet. Donc, on comprend le différentiel juste à regarder comme ça de haut. Mais en parallèle à ça, il y avait tous des journaux de bord. Ils ont écrit leur expérience pendant cette déambulation-là. Et ils portaient des caméras, des petites caméras sur eux qui filmaient leur trajet. Donc, ils filmaient aussi tout le bruit, les échanges, les conversations, donc toutes les fois où ça devenait tendu, où ils se faisaient menacer de se faire expulser, où ils se faisaient dire qu'ils ne pouvaient pas passer, etc. Et donc, on pouvait, en parallèle au rapport cartographique, si vous voulez, là, de leur trajet, on pouvait aussi vivre dans la durée et surtout dans les émotions, le fardeau émotif, en fait, de ce voyage-là. Puis là, je pense que c'est là où on prenait la pleine mesure du contraste entre l'expérience d'un Israélien et d'un Palestinien pour faire le même trajet. C'est-à-dire, d'un bord, c'était passablement fluide, là, puis on sentait surtout, comme dans tous les échanges, que cette personne-là avait comme une légitimité d'être là, de circuler, bon, tout ça, il n'y avait comme pas d'entrave majeure, alors que du côté du Palestinien, c'était constamment une remise en cause. Pourquoi tu es là? Faut, tu sais, comme, puis là, vraiment en fait, une espèce de responsabilisation, puis c'est un achoppement après l'autre, puis en fait, c'était un combat d'obstacles, en fait, de long en large. Puis je pense que dans un cas, ça a pris comme 1h30, dans l'autre cas, ça a pris 5 heures, faire le même voyage. Donc ça, c'est un exemple qui montre cette espèce de mise en relation-là entre un rapport, justement, un dédale et une perspective pas mal plus icarienne d'un même trajet et qui met à contribution ces technologies-là de géopositionnement, mais qui les met en relation aussi avec les échanges, avec tout le substrat humain, en fait. Et c'est là, je pense, que ces technologies-là prennent un sens qui est intéressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hier, on avait aussi parlé d'un projet de Clive Holden qui avait développé toute une autofiction autour de son vécu sur l'île de Vancouver, puis qui retraçait les traces d'un soi-disant crime qui avait eu lieu. Puis là, il y avait comme une mise en contraste entre ses propres déambulations dans cet environnement-là et des zoom-in, zoom-out par Google Maps de l'environnement. Mais c'est un peu la même idée là, de mettre en contraste ces deux rapports-là à l'espace. C'est là où la narration devient plus complexe puis plus riche, en fait. Donc, c'est un petit peu dans la même idée.
Ce qui nous amène l'autre paradigme. Donc ça, il y a le paradigme panoramique, je pense, duquel on ne sort pas aujourd'hui, là, clairement. Là, on est vraiment influencé par ça. L'autre paradigme, je pense, qui construit énormément notre rapport à l'espace, mais aussi nos constructions sociales, abondamment, c'est le paradigme du réseau. Chose qui n'était pas nécessairement si présente que ça avant. Même qu'avant, je pense que les manières de consolider à la fois l'espace et les sociétés, c'était très, très structuré, hiérarchique, centralisé, alors qu'aujourd'hui, on est dans un paradigme où les choses sont complètement décentralisées, puis où les hiérarchies se manifestent dans une apparence d'horizontalité. Donc, je ne dis pas par là qu'il n'y a plus de pouvoir, il y en a énormément, en fait, mais ça se diffuse dans des réseaux qui sont beaucoup moins tangibles, et les échanges et les relations sont beaucoup plus complexes, puis l'espace est un peu éclaté, c'est-à-dire que justement, les positions de pouvoir ne sont pas toutes centralisées dans un building au 20e étage, dans un penthouse. C'est comme éparpillé dans différents lieux, différents endroits qui sont, eux, connectés par Internet, par les flux de communication. Donc, on est vraiment dans un autre paradigme complètement dans ce sens-là. Et là, à ce niveau-là, il y a quelqu'un qui a fait une bien meilleure job que moi pour vous résumer cette pensée-là. Il s'appelle Manuel Lima. En fait, c'est un théoricien des réseaux et de la visualisation de l'information. Donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans le champ de la visualisation de données puis qui théorise, en fait, ces nouvelles pratiques-là. Et ça, c'est une petite capsule qui dure à peu près une dizaine de minutes. C'est en anglais. Mais en fait, il nous fait vraiment là, un résumé, un excellent résumé. C'est assez dense, mais c'est très bien expliqué de ce passage-là, en fait, d'un paradigme à un autre. Puis ensuite, on va voir comment ça s'incarne dans des pratiques, dans des pratiques sociales, etc. Fait que là, je vais sortir de mon diaporama un petit moment. Et je vais vous mettre ça. Oh, ça prendrait du son. I'm going to talk today about the power of networks and the challenge of mapping an increasingly complex world. And I'm actually going to start with this talk with trees. Trees have actually been, really important religious symbols over the ages. We can see trees all the way back from ancient Babylon to Judaism to, of course, Christianity. But even more than religious symbols, trees have really been important knowledge classification systems throughout the ages as well, mapping a variety of aspects, mapping the blood ties between people, of course, mapping the main characters and stories told in the Bible, mapping also the main areas of science, and even mapping, of course, the species, the various species in the planet, and again, using the tree metaphor on and on and on. This widespread metaphor, it's so popular because it really expresses human desire for order, for symmetry, for hierarchy, for simplicity, for balance and unity. Trees are really an embodiment of the simple way we like to look at the world. And one of the oldest trees of knowledge known to man, this was actually devised by Aristotle himself, this beautiful tree of knowledge that tries to come up with a universal structure for everything that we know across the world, from living bodies, animals to humans. And this was considered to be the first tree of knowledge, but then, of course, we have grown a lot more knowledge since then. In my view, we are really in this turning point from trees to networks. We are really facing a paradigm shift in the sense that trees are now no longer able to really accommodate the inherent complexities of the modern world. And this happens, of course, for a series of reasons. One of the best articles I've read on this topic was written by Warren Weaver, American scientist Warren Weaver. And in 1948, he wrote an article on the topic of organized complexity. And Weaver basically divided modern science into three different stages. The first one covering the 17th, 18th, and 19th century to what Weaver considered to be problems of simplicity. During this period, scientists were primarily concerned how one element influences the other. Moving to the second stage of modern science, scientists really became aware that it's not just one or two elements going on. There's a lot more elements in our planet. But to some extent, the way that they were sort of connected was fairly chaotic, very random. At least it was thought during that time, discovering at least the first half of the 20th century to what Weaver considered to be problems of disorganized complexity.
Moving, of course, to the end of the 20th century and the current century where we're now, scientists, of course, became much more aware. It's not just a huge variables going on. There's not just a huge number of elements in our planet, but they are also highly interconnected and highly interdependent to what Weaver considers to be problems of organized complexity. And you can really see these problems of organized complexity in a way that trees are unable to sort of suffice in many different areas. We can see those problems of organized complexity in the way we try to unravel our ecosystems. So no more we have this, extremely simplified predator versus prey diagrams, right? We are understanding our ecosystems in a much more complex way. This is a diagram of all the species that interact with cod, actually close to 100 species interacting with cod off the coast of northeastern Canada. And you can really see, actually, cod is right in the middle. You can actually hardly see because of the massive lines, but it's kind of incredible, the amount of interactions that exist within those species. Again, this complexity of ecosystems that we have around us. We also see these problems of organized complexity in the way we try to decode our own brain. So, before we used to think about the brain as this modular, centralized organ where different area was responsible for a given set of actions or behaviors. It's kind of appealing to think about the brain as a central element responsible for a variety of actions. But of course, it's not central at all. The more we realize that, our brain is really almost like a music symphony played by hundreds and thousands of instruments. This is one of the most complex maps of the brain. It was created by the Blue Brain Project, which is very much related to the Human Genome Project. It's at least the same kind of scale. And it's mapping 10,000 neurons. It's mapping 30 million connections between those neurons. And it's just 10% of the human neocortex. That's it, 10%. It's really remarkable to really have the first sort of map of the inherent complexities of the brain. We also see these problems of organized complexity in the way we categorize knowledge. This is one of the most beautiful trees representations. This was created for the French encyclopedia, the biggest encyclopedia at the time, created by Diderot and D'Alembert, the big sort of encyclopedia of enlightenment. This really represents that enlightenment in many ways. But even though it was brilliant at the time, 1751, it really represents knowledge as a tree where branches don't really touch each other, right? I mean, they touch in the diagram, but they don't. They have no connections. They have no ties between them. It's individual branches that branch off and there's no connection whatsoever. In comparison, you can actually see here, these are two maps of Wikipedia. And Wikipedia, of course, all of you know, it's really one of the largest rhizomatic structures ever created by man. You can really understand that, by looking at these maps, and of course using Wikipedia, as we have done probably several times already, that knowledge is really highly interconnected, is, just like a network, really. I mean, you can actually see here some topics like mathematics and others, and they have immense connections with other disparate areas of knowledge, apparently disparate, but sharing a lot of ties. We also see these problems of organized complexity in the way we try to organize ourselves. And this has been, again, with us, throughout time, especially after the Industrial Revolution, where this notion of top-down hierarchies became so prevalent in institutions, society, companies, governments, etc. But this is the typical organization chart, where again the top-down all the way from the president to the individual workman down below. But of course we are much more idiosyncratic beings, as we all know, and the internet is really drastically changing this paradigm of looking at social structures from a hierarchical point of view, a tree structure. This is a map of online social collaboration between Perl developers. And Perl is a very famous programming language. And here you can actually see thousands of people collaborating in a variety of projects and sharing this very network structure, which is the opposite of again, any sort of hierarchy. There's no leader per se. They just freely collaborate online to achieve a given project. We also see this kind of paradigm shift in the way we look at nature, right? In the way we order nature itself. So the image that you have on the left side, as a big fan of Darwin myself, this is actually the only illustration that Darwin had in The Origin of Species, what he denominated to be the tree of life. And of course, since then, over the past 150 years, many scientists have evolved this tree of life.
And of course, on the right is the typical top-down hierarchical structure that we have to categorize every single species on Earth that we know. Again, all the way from domain to the individual species, Homo sapiens, that you see for the human. But this has actually been changing drastically. Very recently, scientists really discovered that overlaying this tree of life, the original tree of life by Darwin, there is a dense network of bacteria. And this bacteria is actually tying very disparate species and making them really close together. And if you consider that roughly 90% of the human body is made of bacteria in our cells, you can really understand the significance of this discovery. And a lot of scientists are really calling this the web of life. It's not the tree of life anymore, it's the web of life. It's the network of life. Networks are truly everywhere. It is this omnipresent structure. The brain is a network of nerve cells connected by axons. Cells themselves are, of course, networks of molecules. Societies, as we all know, are networks of people linked by different types of ties. Of course, on a larger scale, you can think about food webs and ecosystems, as we saw before, as networks of species. And of course, networks pervade human technology, from the internet, power grids, and transportation systems. And then finally, I would just like to end with a little bit of a teaser. Is there such a thing as a universal structure? I love this comparison. So what you have on the left side is the neural network of a mouse from 2006, which at this scale is pretty much similar to our own. And then on the right side is the Millennium simulation. It was the largest and most realistic simulation of the growth of cosmic structure and the formation of galaxies. It was able to recreate the evolutionary history of approximately 20 million galaxies in approximately 25 terabytes of output. And here again, you have the same comparison, just at a different scale. Again, a neural network of a mouse, again, very similar to our own. And again, the Millennium simulation at a different scale. And for me, coincidentally or not, I just find this comparison striking in so many different levels between the smallest scale of knowledge, of human knowledge, and the largest scale of knowledge, the universe itself. And everything is really, really so similar. Are we in the presence of this universal structure, being the network? Even more than the idea of representing these complex systems is the need for a new way of thinking. And this new way of thinking is about this pluralistic way of thinking, that everything is interconnected, everything is interdependent. We're almost going back to the polymath, the Renaissance man mentality, that it's not just about being a specialist in one area. You need to know a little bit of everything, or at least create outbound ties that you are able to learn from other disparate areas. And I think this is the most beautiful aspect of knowledge that we can take into consideration by looking at this network thinking. It's more important even that we actually make that mental shift, because I think there's immense benefits that can come from that, this network outlook of the world itself. Bon, ça résume? D'ailleurs, c'est RSA, c'est pourquoi donc? C'est pour... ça, RSA, c'est vraiment intéressant, là. C'est un... Je vais juste fermer ça avant qu'il y ait une autre vidéo qui parte. Je vais baisser ça. Excusez, petit moment de... Bon. Parfait. C'est une société qui vise à plonger, si on veut, l'état de connaissance des Lumières dans le 21e siècle, en fait. C'est comme des un néo-siècle des Lumières, si vous voulez, là. Donc, c'est vraiment... Puis, ils ont des conférences... Ils vont chercher des conférenciers à travers le monde, comme ça, qui ont réussi à résumer une pensée d'une grande complexité dans des présentations d'à peu près une dizaine de minutes qui, en plus, ils schématisent en petits bonhommes animés. J'aimerais tellement ça être capable de schématiser ma pensée en petit bonhomme animé, ce serait vraiment malade. Tout le monde comprendrait mieux. Donc, en gros, mais ça vous donne une idée. Vous voyez comment ça connecte aussi avec hier, c'est-à-dire toute cette idée-là quand on disait qu'on peut plus se permettre de se penser juste en être individualisé puis exceptionnel. On est en relation, tout le vivant, mais aussi toute la technologie nous traverse, puis on est, si on veut, on se développe d'une manière quasi accidentelle à travers ces échanges-là. Puis si on veut penser notre relation sur un mode critique à la technologie pour au numérique, il faut reconnaître cet état des faits-là, dans notre manière d'interagir avec. Donc, ça connecte un peu avec ce que Manuel Lima dit.
Je voulais aussi, comme parler comment... Donc, on a vu un peu, bon, il va du côté du naturel, il va du côté de l'organisation du travail, il va du côté des constructions sociales, dans sa présentation. On voit comment, notamment chez les travailleurs culturels, comment la réalité du travail change. Le beau côté de ça, c'est tout le monde devienne des genres de micro-entrepreneurs ultra créatifs qui portent plusieurs chapeaux en même temps, qui ont cette espèce de polyvalence-là, puis qui travaillent sur beaucoup de projets qui sont de plus en plus horizontaux, qui sont des genres de consortiums de créateurs / amis / chercheurs qui travaillent ensemble. Le moins bon côté des choses de ça, c'est l'émergence du précariat, en fait, avec plus aucune sécurité de travail, plus de conditions, puis tout le temps être au bord de l'abîme, en fait, dans ces conditions-là. Donc, c'est jamais parfait, là, ces changements de paradigme-là. C'est tout le temps pour le meilleur et pour le pire. Mais on le voit beaucoup, ça se traduit beaucoup dans la réalité des gens au quotidien. Même chose côté des échanges sociaux, tout ça, on le voit comment... En fait, la pratique des artistes a beaucoup changé dans ce sens-là. Il y a vraiment une concentration des pratiques qui se font en collectivité maintenant, des groupes, des collectifs, et qui sont plus... les gens cherchent plus toujours à coller le sceau de leur signature sur leur travail. C'est plus ça, en fait, qui importe. On est dans une espèce de méta-travail d'échange, de collaboration puis de communication. Et finalement, la question de l'auteur est plus toujours à l'avant-plan dans ces projets-là. Puis on le voit beaucoup, notamment avec l'art sur le net, sur Internet, comment il y a toute l'émergence du Creative Commons puis du copyleft, en fait. Les gens ne tiennent plus à la propriété de leur travail. Ils sont dans un rapport de communication, d'échange. Ils comprennent la culture comme un vaste domaine public dans lequel ils sont un chaînon, un lien de sens, là, si vous voulez, puis que tout le monde a le libre choix, en fait, d'en prendre des morceaux, de les réarticuler d'une nouvelle manière, puis d'être constamment en conversation dans ce sens-là. Donc ça, c'est des schèmes culturels qui se sont vraiment concentrés depuis les années 2000, qui par moments causent un paquet de problèmes sur le plan légal. Hein. Il y a eu beaucoup de poursuites judiciaires. Bon, tout ça, c'est des grandes questions qu'on est à même de négocier en ce moment entre des anciens puis des nouveaux modèles, en fait, d'appropriation ou d'appartenance à son propre travail. Donc ça influence beaucoup la pratique, puis ça a quand même beaucoup d'incidences. Et d'ailleurs, peut-être un des plus importants réseaux aujourd'hui qui traduit ce que Manuel Lima nous explique, ben c'est clairement l'Internet. L'Internet qui s'est vraiment exacerbé au fil du temps et qui aujourd'hui, on peut vraiment qualifier l'Internet d'un genre de cerveau planétaire, là. C'est vraiment une vaste nuée de consciences qui sont en relation les unes avec les autres. Dans la belle période du 20e siècle, encore un peu religieux, Teilhard de Chardin parlait de la noosphère. La noosphère pour Teilhard de Chardin, c'était un peu comme, il y a l'atmosphère là autour de la planète, puis pour lui, la noosphère, c'était cette même enveloppe-là autour de la planète, mais une enveloppe de conscience spirituelle, en fait. C'était comme l'intangible, le côté intangible, si on veut, de cette enveloppe-là physique qui nous nourrit, en fait, et qui nous protège, l'atmosphère. Mais là, on pourrait parler aujourd'hui d'une noosphère d'information, en fait. Donc, pas tant sur le plan, ou pas exclusivement sur le plan du religieux, mais sur le plan de l'information, de la connaissance, le développement de la connaissance. On a cette enveloppe-là de savoir, d'information et de conscience qui transige par les canaux d'Internet et qui nous enveloppe, en fait, d'une certaine manière. Ça, c'est une belle manière très désincarnée, utopique, le nuage qui nous enveloppe. Mais en fait, cette information-là est toute transigée par des câbles sous-marins, souterrains. Puis c'est très physique, en fait, tout ce système-là. On a tapissé notre planète d'une toile d'araignée de câbles et de canaux de communication avec des centres névralgiques, des serveurs centralisés pour storer et gérer cette information-là. Et tout ça aussi a un côté très, très géopolitique. Donc, un peu comme Philippe Aubert en parlait hier. Donc, il y a un pendant très matériel puis un pendant très conceptuel à ça, en fait. Mais force est de reconnaître que l'Internet aujourd'hui, donne un momentum, puis surtout met sur un pied d'égalité, sur une plateforme d'échange là, horizontale, le travail cognitif et imaginaire de milliards d'humains. Je veux dire, c'est
il n'y a rien qui se compare à ça dans les modèles antérieurs. Et comme Lima l'évoque, Wikipédia, qui est une des structures très horizontales sur Internet, donc très collaborative, puis vraiment centrée sur le développement de la connaissance. Wikipédia, c'est vraiment, si on veut, le petit enfant de l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, en fait, mais à l'échelle, puis suivant le modèle de connaissance d'aujourd'hui, dans ses intentions. Et c'est sûr que dans l'Internet, il y a une hiérarchie quand même. Il y a des sites qu'on appelle des fois des jardins emmurés, là, donc des sites exclusifs où est-ce qu'il faut avoir un abonnement ou justement un mot de passe, une identité, des sites où il y a plein d'argent qui se fait transiger puis où il n'y a même pas le 1% qui a accès. Donc, c'est pas un lieu, là, une espèce d'utopie là, démocratique à la grandeur, mais il y a cette espèce de contraste-là entre des plateformes ultra horizontales comme les logiciels en source libre, comme Wikipédia, et tous ces jardins-là emmurés, ces enclaves-là, à même la structure du web. Donc, c'est un lieu qui se juxtapose dans la pensée à notre monde tangible, matériel, et qui est d'une complexité égale, en fait, à notre monde physique et matériel. C'est assez... au niveau de l'architecture de ce site-là, c'est vraiment incommensurable, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je sais pour ma part que je fais quand même partie d'une génération où je suis née dans un monde où il n'y avait pas Internet. Puis des fois, j'ai de la misère à m'en rappeler, là, vraiment. Je suis comme, comment on a fait? Et puis, j'ai comme grandi avec l'apparition de cette chose-là. Je voulais en venir où avec ça? Mais puis c'est ça, puis c'est pour dire comment, je veux dire, je suis même pas, dans le sens, j'ai pas 90 ans, j'ai pas un vécu, là, si impressionnant que ça. Et pourtant, à travers ma période charnière où j'étudiais beaucoup, tout ça, où je rentre sur le marché du travail, j'ai vu une transformation tellement profonde de ma capacité d'engagement envers des sujets, envers de la connaissance, notamment dans la lecture. Je veux dire, quand j'étais plus jeune, puis Internet, puis j'avais comme encore une super mauvaise connexion Internet, donc j'y allais très peu fréquemment. C'était dans les bibliothèques que j'y allais, c'était pas chez moi, etc. Donc, c'était pas incarné dans ma vie, c'était pas une seconde nature. Je lisais, j'imprimais des bibles, là, des textes, ça sentait la machine à copier qui a chauffé, là, bon, puis là, c'est comme le eyeliner. Puis je pouvais, là, je pense, oublier de manger puis de me laver pendant 3 jours de suite, puis je rentrais là-dedans, puis c'était vraiment, puis je sortais de là, puis j'étais comme, mon Dieu, que c'était, puis là, le monde a continué pendant ce temps-là, puis une espèce de capacité d'immersion que j'ai complètement perdue, là. Je suis incapable, c'est impossible pour moi de fonctionner de cette manière-là aujourd'hui, de travailler comme ça. Et c'est une perte, mais c'est aussi un gain dans le sens qu'aujourd'hui, l'accès à l'information c'est juste transformé depuis ce temps-là. Puis on parle de 20 ans, là, maximum, là, c'est rapide. Et avec l'information en réseau, l'information, puis un peu comme le système, le mode Wikipédia, c'est-à-dire tu pars sur un sujet, là tu as des mots-clés, tu as des liens, là tu sautes vers un autre lien, puis là t'es dans un dédale d'informations, puis là tu navigues là-dedans comme dans des fonds de ruelles, puis t'es comme puis là tu ouvres la porte, puis là tu vas là, puis tu te perds là-dedans, c'est complètement, mais en même temps c'est là où des fois il y a même une créativité de cheminement dans notre rapport au savoir, au lieu d'être tout le temps linéaire, d'aller dans un texte de fond en comble, puis de procéder comme ça par étape logique, on se laisse porter par ces liens-là, un peu comme des cadavres exquis, et on a la capacité aujourd'hui de tracer notre propre trajectoire de connaissance qui, elle, la trajectoire en soi, est originale. Ce trajet-là, personne d'autre nécessairement a pris exactement le même, et c'est ça qui devient la particularité de notre connaissance, plus que la connaissance en soi, qui est impossible, en fait, de comprendre aujourd'hui. Un peu comme Philippe Aubert évoquait hier, tu sais, la bibliothèque d'Alexandrie qui visait de contenir tout le savoir humain. Et aujourd'hui, on serait comme détenteur, si on veut, en termes de quantité de connaissances, chacun de 320 bibliothèques d'Alexandrie, là. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune prétention à l'omniscience. C'est impossible, là. C'est inconcevable. Donc, la singularité de la connaissance va se trouver ailleurs, va se trouver dans les chemins qu'on emprunte, dans les sillons qu'on trace, dans cette saturation-là de connaissances. Donc, un peu, si on reprend le schéma qu'il y avait dans la capsule de l'arbre de connaissances de Diderot et d'Alembert, avec toutes ces branches, avec tous ces petits domaines là, disciplinaires, tout ça,
Au lieu aujourd'hui de comme avoir sa petite branche là, finalement, mais aujourd'hui beaucoup de chercheurs ce qu'ils font c'est qu'ils font des ponts entre des branches. Puis c'est ça leur trajectoire de connaissances à eux, c'est les ponts qu'ils tracent et les artistes sont excellents là-dedans. Les artistes sont des tricoteurs, en fait, de méthodologie, de connaissances. Et c'est ça aussi qu'on voit souvent se refléter aujourd'hui. Les artistes ne sont plus simplement artistes ou artistes peintres ou artistes sculpteurs. Ils vont être aussi des écologistes ou des environnementalistes ou des philosophes ou ils vont avoir fait une mineure en politique ou ils vont avoir tout un autre bagage et ils vont souvent, même des fois dans la forme de leur travail, emprunter des méthodologies à d'autres disciplines. Mais la manière d'aborder ces méthodologies-là va être complètement singulière par rapport à un théoricien en sciences politiques, par exemple. Et donc, ils vont travailler le même matériel, mais autrement. Et ils vont contribuer au savoir en remplissant, en fait, des angles morts dans la connaissance, dans les champs de connaissances. Et donc, souvent, l'artiste devient cette espèce d'agent oblique qui fait des trajectoires entre les champs de savoir et qui trace des ponts improbables, en fait, que les spécialistes qui sont complètement entranchés dans leur protocole, dans leur méthodologie, que eux seraient, pensent jamais, je veux dire, c'est complètement en dehors de leur champ de prospection que de faire ces liens-là. Un exemple par excellence, c'est une artiste, Rachel Sussman, qui a entrepris tout un projet d'archives photographiques où elle se déplaçait à travers le monde pour documenter visuellement toutes les espèces vivantes, donc des plantes, souvent des plantes, des bactéries, des lichens, des champignons, qui avaient plus de 2000 ans d'âge. Donc, pour elle, c'était de monter une archive du vivant qui témoignait d'une histoire qui était anté-chrétienne, donc avant Jésus-Christ, pour nous faire comprendre comment on vit dans un monde, on côtoie des êtres là qui ont une ancestralité puis qui ont été des témoins en fait d'un monde qui nous déborde entièrement, puis comme se rappeler qu'il y a cette ancienneté là dans notre contemporanéité en quelque sorte. Comment on vit dans un monde qui est très très dense sur le plan temporel. Puis là, elle se promenait d'un endroit à l'autre, puis elle, pour avoir accès à ces spécimens-là, il y en a qui sont même plus accessibles tellement sont protégés, étudiés, monitorés, toutes là. Donc, elle, fallait qu'elle entre en contact avec des consortiums de recherche, puis des chaires de scientifiques, puis là, parlait à des espèces de chercheurs totalement autistes, là, qui, eux, connaissaient, là, faisaient juste comme creuser la structure moléculaire de la bactérie qui était dans la glace en Antarctique, là. Puis là, elle a embarqué sur des bateaux avec eux, puis elle est allée photographier les dites bactéries, elle a fait de la plongée sous-marine. Puis là, eux, ils étaient comme « OK, mais tu fais ça pourquoi? » Puis là, elle a commencé à expliquer son projet. Puis là, elle parlait, puis là, « by the way, tu sais, juste pour ton intérêt, il y a cet autre chercheur-là en Norvège, lui, ce qu'il check, c'est telle autre affaire. » Puis là, il était comme « Oh my God, vraiment? » Puis là, c'était comme des genres de blaireaux là, qui sortaient de leur terrier, là, de même. Puis là, ils faisaient comme « Wow! » Genre, il y avait une forêt. C'était comme... Puis il y avait plein d'autres trous, genre, avec plein d'autres terriers, avec plein d'autres bouffes, whatever, là, de racines, puis c'était comme oh! Puis là, ils ont comme, on dirait qu'ils sortaient la tête pour la première fois, là. C'était vraiment comme, puis elle a eu des échos, je veux dire, c'est pas tout, il y en a qui ont fait comme ah ouais, OK, puis là, ils sont juste retournés à leur affaire, puis c'était fini, là, puis genre, contente de t'avoir aidé. Mais il y en a d'autres elle a eu des échos où ils sont entrés en contact, puis en fait, ça l'a catalysé de la recherche, là. Elle a vraiment comme, donc elle était comme l'œuf dans le gâteau, elle était comme un liant, puis elle donnait du sens à leur travail en mettant leur travail en relation au travail des autres. Et ça, je veux dire, je pense que quand elle a sorti un livre autour de ce projet-là, je veux dire, ces chercheurs-là étaient extrêmement émus parce que c'était un témoignage de la pertinence de leur travail, en quelque sorte. Mais ça prenait une artiste pour avoir cet angle de vue-là sur ces créneaux-là d'information. Donc, des fois, c'est pas tant une question d'être bon au dessin, ou c'est d'être bon dans la pensée. C'est d'être bon pour avoir cet angle-là oblique que personne d'autre a pensé à avoir avant, en fait. Oui? L'artiste, c'était Rachel Sussman. Sussman. Donc, c'est un petit aparté. C'était pas prévu, ça, dans ma présentation, mais bon, ça m'a comme amené sur ce terrain-là. Mais bref, l'art en réseau. Tout ça, c'était pour venir parler de ça. Donc, l'art en réseau. De plus en plus d'artistes qui sont intéressés ou qui se confrontent à l'idée de cartographier le monde comme
ensemble de systèmes complexes, le monde qui serait un amalgame comme ça de structures, de systèmes, de champs d'énergie, de force, à l'échelle globale, puis qui traverse les champs sociaux, politiques, économiques et biologiques. Je vous avais parlé de Jorin Voigt hier avec son aigle, qui était finalement un amalgame de facteurs, de variables, qui comprenait l'atmosphère, l'air, l'eau, etc. Là, ici, je pense que c'est un graphique, je peux même pas vous l'expliquer de fond en comble, en plus que c'est en allemand, mais de ce que je m'en souviens quand j'avais eu la traduction, c'était, elle a pris un territoire donné, puis elle a cartographié toutes les variables, l'ensemble de données qu'elle pouvait trouver au niveau du pétrole qui transigeait sur ce territoire-là et l'électricité, la consommation d'électricité qui était liée notamment au pétrole. Donc, encore une fois, on n'a pas affaire à un territoire donné, à des frontières, à une topographie terrestre ou quoi que ce soit. On a affaire à des flux d'énergie qui sont en transaction, en fait. Et ça, c'est une autre manière, finalement, de représenter un territoire. Donc, encore une fois, c'est de rendre visible ce qui n'était pas tant visible sur une carte traditionnelle. Même chose ici avec sa cartographie de voyage de Boeing 747. Encore une fois, où c'est pas simplement leur trajectoire dans l'espace qui est cartographiée, mais leur vélocité, le carburant qu'ils utilisent, l'énergie qui est dépensée selon la pression atmosphérique du moment. Bref, c'est des vols très spécifiques. Et ce qu'elle cartographie très précisément, c'est la dépense énergétique par vol dans cette carte-là. Et un autre exemple que j'affectionne particulièrement, un projet qui s'appelle Internet Erosion ça c'est ironique, hein? Internet Erosion par un collectif Art of Failure, c'est un collectif français, donc classique. Hein? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé un système où c'est super simple en fait. Ils envoyaient un signal, un stimuli dans le réseau Internet de la France qui allait jusqu'à Tokyo, au Japon, j'imagine comme une destination, genre un centre d'artistes quelconque, et qui refaisait le chemin vers la France. Et je pense que ce signal-là, il lui donnait comme 24 heures là, pour faire son espèce de voyage. Et juste ce signal-là, le fait que c'est une seule comme impulsion, en fait, c'est que ça pouvait, dans son voyagement, eux, ce qu'ils enregistraient, c'est tous les glitches, en fait, les sauts, les espèces de décalages, les anomalies qui sont causées par la rugosité du flux de communication. La rugosité, il faut penser, c'est là, sous l'eau, dans la terre, puis les câbles, ben, sont physiques, puis je veux dire, on peut imaginer justement une rugosité matérielle, là, dans le sens, sont pas, je veux dire, c'est comme sur le plan même moléculaire, là, je veux dire, c'est pas régulier, là, comme surface. Puis ça peut engendrer carrément des glitches dans le signal. Donc, c'était de ramener la dimension très physique du réseau Internet dans la question justement de l'impulsion, du virtuel, du nuage, etc. Et donc, toute cette irrégularité-là était enregistrée par leur logiciel qui ensuite envoyait ça à une machine qui sculptait par ordinateur une planche de Labelite, ce qui donne, je vais juste passer ici, ce qui donne un peu cette espèce de topographie-là, en fait. Et ce qu'on a ici, c'est les données qui rentrent au fur et à mesure puis qui influencent le travail de bas-relief là, qui est en train de se sculpter sur le Labelite. Donc, ce qui nous donne à voir, en fait, c'est, si vous voulez, une topographie ou un portrait de la rugosité physique du réseau Internet par lequel voyage leur signal. Donc, eux, c'était une manière un peu d'évoquer comment, si on est là, tout est fluide, là, je suis là, je vous parle, je navigue sur Internet, tout est comme, là, on est vraiment... mais en fait, tout ça, là, c'est comme, encore une fois, cette toile d'araignée-là, c'est une armada de matériel, c'est des kilomètres de câblage, il y en a du stock impliqué dans ce fameux réseau-là. Puis si il fallait regrouper toute la matérialité de ce qu'on appelle l'Internet là, à un seul endroit, je veux dire, ça remplirait un territoire hallucinant. Là, donc, c'est loin d'être désincarné ou léger, en fait. C'est plus que c'est distribué. Puis, distribué dans une mesure où on n'en a jamais la perception, finalement. Ça nous déborde, c'est complètement répandu autour de la Terre.
Donc, ici, c'était simplement une petite slide juste pour vous montrer comment, la pensée en réseau, il y a des niveaux de pensée en réseau. Des fois, il y a des niveaux organisationnels qu'on dit, on est en réseau, c'est comme, ouais, c'est pas mal centralisé, en fait, là. C'est juste comme, ça va et vient à partir d'un point nodal, puis toute l'autorité est là, le veto est là, puis finalement, bon, c'est ça qui est ça. Alors ça, c'est vraiment, puis en fait, plus on tend vers la droite, plus on est vraiment dans un paradigme décentralisé, horizontal et complexe de réseau. Ce vers quoi, je pense, dans la mesure du possible, Wikipédia essaye de tendre. Je pense que la réalité de Wikipédia, c'est peut-être plus ça, parce qu'il y a quand même des vecteurs de vérification, d'information, etc., qui viennent structurer là, tout ça. Mais en fait, de plus en plus, là, vraiment, puis les schèmes de savoir se dirigent vers une structure comme ça au niveau des échanges et de la communication. Oui? Ce que je comprends de la chaîne de blocs ou de la blockchain, c'est vraiment un réseau distribué. Là, donc, c'est vers la droite qu'on tend avec ces technologies-là. À quoi tu fais allusion par blockchain? Juste que me situer. La blockchain, c'est la technologie qui est sous-jacente aux crypto-monnaies. Ah oui, OK. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est plus que décentralisé, mais qui est distribué. Quand on écoute les gens parler de blockchain, en fait, ils parlent vraiment du modèle distribué complètement. Donc, ils sont encore plus loin que Wikipédia ou des technologies Internet. C'est vraiment, on va à un niveau supérieur de décentralisation. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, je pense qu'on a encore très peu de modèles qui sont en fait incarnés dans mais tout tend vers ça, tranquillement, pas vite. C'est des transitions. Je veux dire, on vient d'un monde, là, je vais en parler. En fait, on traverse une transition. On a fait une transition d'une modernité que un sociologue, Zygmunt Bauman, appelait la modernité solide au 20e siècle. Puis là, aujourd'hui, on serait dans une modernité liquide. Je vais tout vous en parler tantôt. Mais, puis cette transition-là est comme pas mal faite, mais on porte encore la trace, l'empreinte dans tous nos systèmes d'organisation très hiérarchiques, centralisés, structurés, un peu comme dans les milieux de travail, tout ça. Puis c'est long, en fait, avant d'être capable d'imaginer, de repenser nos organisations dans un schéma complètement distribué, mais comme tu l'avances, c'est en train de se faire, en fait. Puis c'est dans des domaines qui sont vraiment, vraiment un peu cryptiques pour la plupart des gens, justement, qui sont un peu à l'avant-garde pour l'instant, mais ça va comme découler, puis ça va se généraliser dans plein de domaines, dans plein de champs du quotidien. Donc, moi, en tout cas, mon intuition, c'est que c'est un des avenirs qui nous attend, là, cette distribution-là, de la communication, du pouvoir et surtout du potentiel créatif, en fait. Toute cette question-là de la distribution comme ça, d'un plan vraiment décentralisé, ça amène la question notamment de la sphère publique. La sphère publique aussi est affectée par ça, en fait. Donc, ce serait une petite question sommaire comme ça. Pour vous, ce serait quoi la sphère publique? Quand on dit ça, ça vous fait penser à quoi? À rien? Tout ce qui est accessible par les médias de communication. OK. Oui, en fait, c'est plus fondamental que ça encore. Quand on parle de sphère publique, c'est vraiment, à la base, là, c'est un espace de délibération. C'est une plateforme d'échange public. Puis, ancestralement, là, dans nos cultures anciennes, la sphère publique, ça s'incarnait dans des lieux qui étaient prévus et consacrés pour tels. La fameuse agora grecque, en fait. Donc, tu avais des lieux, des architectures, du bâti qui étaient désignés pour incarner la sphère publique, et c'est là que tout se faisait. C'est là que les transactions se faisaient, que les conflits politiques se réglaient, que les poursuites entre individus se faisaient. C'est là que la rhétorique a été inventée, parce que du monde s'ostinait ensemble, puis là, l'art d'argumenter s'est développé. C'est là que le théâtre est apparu, parce que tout ça, c'est une merveilleuse scène de théâtre, là, toutes ces crises-là, ces crises existentielles entre membres de la société. Donc
comme vraiment le germe de tout ça, c'était incarné dans des places, en fait, physiques. Puis pendant très longtemps, on a poursuivi ça. Si on pense aux grandes places dans les villes, là où les gens se rassemblent quand ils font des manifestations, si on pense un peu à une forme un peu résiduelle de ça, mais qui est quand même liée, les musées, en tant qu'institution publique, qui sont des lieux de délibération, mais par l'art. Donc, on a beaucoup de lieux qui découlent, en fait, de cette compréhension-là de la sphère publique. Même si, aujourd'hui, l'espace public se ramifie vraiment au-delà des architectures institutionnelles et des lieux physiques, en fait. D'ailleurs, la majorité de nos places publiques physiques sont des lieux aujourd'hui très balisés et contrôlés. On ne peut pas faire ce qu'on veut puis comme on veut sur ces endroits-là. Alors qu'en contrepoint à ça, sont apparus des zones, des endroits, des dédales, justement, des fonds de ruelles comme l'Internet, où là, tu sais, en contrepoint aux places publiques qui sont très, très balisées, t'as l'espèce de free-for-all, le freak show d'Internet, où là, tout le monde a sa vitrine, a sa tribune, tout le monde peut s'exprimer, bon, tout ça. Et donc, tu as cette espèce de distribution-là des voix sur Internet, une espèce de sphère publique vraiment plus distribuée qui s'incarne par ce médium-là. Autrefois, la place publique, là, veux pas, là, tu peux pas contenir 12 000 voix qui parlent en même temps là-dessus. Fait qu'il fallait comme ordonner le processus, fallait passer à travers un processus pour expliquer pourquoi tu voulais avoir une tribune sur la place publique. Puis finalement, ça structurait les échanges, en fait. Et tu étais là en personne, donc tu assumais ton propos, puis tu te préparais, en fait. Alors que sur Internet, on en parle énormément, donc il y a même le potentiel de camoufler sa propre identité. Donc, il y a comme une déresponsabilisation ou une délégation, si on veut, de la responsabilité. Et il y a surtout la spontanéité en barque. Tu peux écrire à tout... tu peux troller quelque chose ou écrire quelque chose au milieu de la nuit après avoir bu trop de bière. Ou, comme tous les moments sont opportuns pour s'affirmer, en fait, sur la place publique via Internet. Donc, ça change complètement l'ordre des choses. Encore une fois, pour le meilleur et pour le pire, dans le sens que tout ça, il y a tout le temps des forces incroyables qui viennent avec ces transformations-là, mais il y a aussi des tares, en fait. Donc, puis là, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, les médias le font en masse, là, mais bref, et ça, c'est une manière, comme avec la sphère publique qui est rentrée dans les flux de communication comme ça, c'est une manière où la sphère publique rejoint l'intimité des gens et la dimension personnelle de l'existence. Alors qu'avant, la sphère publique, c'était... Être présent sur la sphère publique, c'était rentrer le domaine public, justement. Aujourd'hui, là, il y a un effritement complet entre le privé et le public, entre l'intime, en fait, et l'espèce de place officielle, la tribune officielle. Et donc ça permet des formes de rassemblement qui ont toujours été là, les toujours regroupés, rassemblés, tout ça. Mais aujourd'hui, grâce à ces flux de communication-là, ces opportunités-là deviennent autrement plus spontanées, immédiates et même en simultané, en fait. Il y a juste à penser à la quantité de rassemblements. Je pense que Seattle, c'était en 2001, il me semble, comment ça l'avait marqué les gens. Puis après Seattle, là, il s'est mis à y avoir des rassemblements politiques comme ça, mais en simultané partout à travers le monde, en fait. Et ça, je veux dire, sans Internet, là, ça n'aurait pas été vraiment possible de comme susciter ces momentum-là, en fait. Fait qu'il y a une question de momentum qui vient avec le médium pour la mise en commun des intérêts puis de la voix publique des gens. Puis un exemple d'un collectif de théâtre/improvisation, c'est un collectif qui est très, c'est des gens qui sont formés en théâtre, mais en théâtre socialement engagé à New York, puis qui ont parti un collectif super populaire, très accessible, qui s'appelle Improve Everywhere, où ils font de l'improvisation puis des projets de théâtre comme justement dans des endroits publics, tout ça, pour un peu influencer le quotidien des gens, leur faire reconsidérer leur comportement dans la vie de tous les jours, puis transformer le rapport des gens à des endroits comme le métro, des lieux aliénants finalement, des centres d'achat, etc. Et dans ce cas-ci, par exemple, juste pour vous donner un exemple, en fait, ils ont fait ils procèdent par call Internet, fait qu'ils envoient comme un appel, si vous voulez. Puis là, des gens se regroupent spontanément. Là, ils se sont regroupés dans le parking d'un Lowe's, là, qui est comme un genre de Walmart, si vous voulez. Et là, ils se sont dit, OK, c'est beau. Puis là, ça prenait du monde, ça prenait une auto, puis that's it. Fait que là, les gens sont venus, stationnent, puis ils ont dit, OK, ben là, on va faire, suivez-moi. Puis là, ils sont sortis du stationnement, ils ont fait le tour de la rue à côté, tout ça. Ils
sont arrivés juste en arrière ici, ou un espèce d'endroit qui était séparé du stationnement par un mur. Puis ils ont dit, OK, ce qu'on va faire, on va partir un orchestre d'alarme d'auto, en fait. Fait que là, ils ont regroupé tout le monde là, puis là, ils ont comme donné une procédure de « OK, on va procéder comme ça, à go, on y va », tout ça. Puis là, il a fait « OK, go », puis là, tout le monde a parti son alarme en même temps. Donc, les gens de l'autre bord du mur qui comprenaient absolument pas qu'est-ce qui se passait, là, tout d'un coup, c'était la cacophonie, là, c'était dysfonctionnel, les employés sortaient c'est une interruption, en fait, du quotidien. Ça a complètement, c'est ça, bloqué, si on veut, les comportements là, quotidiens des gens. Donc, et ça, là, c'est quelque chose qui se fait d'une manière de plus en plus fluide et spontanée, en fait. Et ça, je pense pas que ça aurait été c'est comme ce collectif-là, puis ces pratiques-là sont apparues avec la fluidité des téléphones intelligents, d'Internet, des réseaux de communication. Donc ça, c'est comme un côté comme citoyen / engagé, tu sais, qui vient en fait avec les réseaux sociaux, puis la possibilité de ce qu'on peut en faire. Un peu dans le même exemple, c'est un collectif de design qui, à San Francisco, avait parti en 2007 le premier Parking Day, qui est aujourd'hui international. Là. Je pense qu'ils font ça à chaque année en septembre partout dans le monde. Et mais au début, c'était comme un call citoyen qu'ils ont fait simplement dans la ville de San Francisco. Puis là, ils ont simplement, tu sais, tout le monde qui pouvait rejoindre, ils disaient, OK, telle journée, l'important c'est la journée. Ils disent, telle journée, vous payez votre stationnement pour le nombre d'heures que vous voulez, là, tu sais, puis vous investissez le stationnement avec juste autre chose qu'un char, s'il vous plaît. Puis là, c'était ça. Puis encore une fois, c'était une réflexion sur l'espace public, dans le sens, une place de stationnement, t'es sur la voie publique. Mais là, c'est comme si tu t'achetais un droit sur la voie publique pour un usage privé, celui de stationner ton auto. C'est une espèce de lieu mitoyen entre privé et public. Puis là, ils se disaient, ben, tu sais, si tu achètes ton lieu, là, tu sais, à quelque part, tu devrais en faire ce que tu veux, là. Tu sais, tu devrais pouvoir, là, tu sais, il ne devrait pas avoir de limite d'usage. Fait que c'est un peu ça qu'ils ont revendiqué. Puis là, ça s'est comme propagé. Puis je pense, dans San Francisco, c'était vraiment l'élément surprise, c'est-à-dire, c'était comme partout à travers la ville, puis dans des quartiers différents. Avec une concentration dans le quartier du design, évidemment, réseau oblige, ben, tu avais des places comme ça qui étaient mobilisées cette journée-là. Et là, ça l'a fait des petits, ça l'a voyagé, puis aujourd'hui, ben, en simultané à travers le monde, le fameux Parking Day s'incarne dans plein de villes. Puis à Sherbrooke, il y a quelqu'un qui avait eu l'idée géniale de comme « Ah oui, nous autres aussi au Centro, on pourrait faire ça, mais je suis désolée, là, mais un peu comme des pas bons, au lieu que ce soit comme des espèces d'interventions individuelles, citoyennes, créatives, ben c'était des genres de kiosques pour vendre des affaires puis des extensions de magasins. » J'étais comme « OK, c'était pas ça l'idée, mais bon. » Fait que, donc ça, on voit aussi un peu comment, ben c'est ça, des fois des drives comme ça, ben ça se fait galvauder là, au gré du temps. Donc, un autre enjeu, ben en fait, on en a un peu parlé, tu sais, comment l'art numérique, sous plusieurs de ses formes, ben ça va vraiment compliquer la notion d'auteur. Là, on a parlé de juste comment la pensée en réseau, ça influence les créateurs entre eux, où ils sont moins attachés à leur autorité autoriale, ils sont moins attachés à... en fait, le paradigme qui est très romantique, qui date de la période romantique du 19e, l'espèce de paradigme très noble de l'artiste en solitaire, l'espèce de génie qui crée de manière insulaire, tu sais, comme du néant, là, quelque chose de vraiment merveilleux. Puis après ça, qu'il signe, puis c'est comme ça, tu sais, ça c'est moi c'est ça, puis je le donne au monde. C'est comme, c'est plus vraiment ça, dans le sens que cette pensée-là en réseau érode un petit peu cet idéal-là. Puis en fait, les gens deviennent de plus en plus intéressés à se laisser influencer par les autres, à redonner aux autres, puis à finalement générer de la production significative, mais qui est comme le reflet finalement de toute cette espèce de réseau-là d'influence, en fait. Puis c'est un peu la reconnaissance du fait qu'on est tous des éponges culturelles, on est tous l'amalgame de penseurs, de gens vivants et morts qui nous ont comme habités, qui nous habitent encore, qui nous influencent. Puis finalement, on articule cette espèce de multiplicité-là dans des choses, dans des formes innovantes et signifiantes quand on conçoit quelque chose. Et je pense que de plus en plus dans les pratiques, il y a la
quête de reconnaissance de cette multiplicité-là qui nous habite finalement. Puis la recherche de concevoir ensemble, puis c'est comme pas important finalement là, comment on signe ou qui signe. Il y a comme un détachement en fait par rapport à cette valeur-là d'originalité puis d'authenticité. Oui? Je me demandais s'il y avait des différences culturelles dans ce nouveau paradigme-là artistique. Tu sais, est-ce que c'est plus fort, ça, en Amérique du Nord, par exemple, qu'en Europe? Je trouve que généralement, en France, la signature artistique est très, très importante parce qu'elle a été très valorisée là, au fil des décennies puis même des siècles. Mais je me demandais s'il y avait une différence. Je ne sais pas, c'est un peu hors d'ordre, là, mais... Moi, je pense que ça dépend pas tant. Je pense pas qu'il y a une différence mettons, par région, là, tu sais, comme, ou par continent. Mais il y a peut-être des endroits, tu sais, ces pensées-là véhiculent de manière exacerbée dans certains lieux, peut-être comme, par exemple, dans la culture anglo-saxonne, c'est quelque chose qui est abondamment véhiculé, donc, ça finit par percoler d'une manière plus tangible dans une masse de gens, une masse critique de gens, alors que dans la culture, peut-être, francophone, latine, c'est moins discuté, donc ça percole moins, ça se peut fort bien. Puis là, ça, il faudrait... mon Dieu, en faire l'analyse, là, ce que j'ai pas fait. Mais je pense que c'est peut-être des fois aussi un différentiel de milieu et ou de génération, peut-être. Je sais pas, peut-être. Parce que moi, en tout cas, dans certaines générations, même en Europe, je trouve que la création se passe beaucoup en collectivité. Comme ça. Puis pas juste des collectifs, je parle pas juste de collectifs stables, genre on est 4, on travaille tout le temps ensemble, on porte notre nom de collectif, puis on roule là, sur 20 ans ensemble, puis ça devient une signature en soi. Non, des groupes qui, d'une itération à une autre ou d'un projet à une autre, c'est même pas les mêmes personnes. Fait que là, t'es comme, où situer la limite entre c'est complètement un autre projet avec d'autres mondes, ou il y a encore une trajectoire, tu sais, comme une entité qui reste, mais elle-même, elle se transforme en fait. Il y a beaucoup c'est plus fluide dans ce sens-là, mais ça fait que c'est aussi beaucoup plus difficile à cerner. Tu demandes à des gens, OK, t'as fait tel projet, puis ça, c'est la suite. Ouais, genre, OK, ben c'est la suite ou non? Ben oui, parce que il y a telles personnes qui sont encore là, mais ça a complètement changé en même temps, puis mais là, tel autre sont arrivés, ils ont amené ça complètement ailleurs, puis c'est comme, OK, donc finalement, c'est la suite ou c'est pas la suite? Ben, c'est plus clair, en fait. Puis c'est comme plus important, on dirait. On dirait que c'est plus important de dire ça c'est moi, ça c'est pas moi. Ah, ça c'est encore moi. Tu sais, comme, ils sont comme, ben, j'avais un rôle à jouer là-dedans, mais est-ce que c'est vraiment, tu sais, je veux dire, c'est pas juste moi, là, clairement. Puis là-dedans, j'étais pas mal plus impliquée. Puis là, ben, j'étais vraiment juste comme périphérique. Puis ils sont tous dans une espèce de gradation. C'est plus absolu, en fait. Puis c'est pas... Puis avec ça, il y a la disparition de la propriété. C'est plus leur projet à proprement parler. Il y avait partie prenante dans ce projet-là. Puis ça compte, mais c'est mon projet. Tu sais, comme je fais partie des gens qui le signent. C'est comme juste plus important pour une certaine classe de gens. Puis je sais pas comment... sociologiquement ou démographiquement, comment on pourrait la caractériser. Si c'est une affaire justement de culture comme anglo-saxonne versus francophone, latine ou whatever, si c'est plus comme en Amérique du Nord, si c'est plus générationnel, je suis pas certaine. Je suis vraiment... Ça, je pense qu'il faudrait comme que quelqu'un s'y attarde, là. Ouais. J'allais où avec ça? Oui, donc la question d'auteur. Un des exemples, par exemple, ici, Clive Holden, dont j'avais parlé hier, il est vraiment parti dernièrement sur une chire un peu différente. Là, je vais fermer ça parce que ça marche pas super bien, mes liens sur PowerPoint. Je vais vous mettre son film. Ce sera pas long. Ah, zut. Non, je vais finalement. Je pense que je peux aller chercher le lien par là. Et là, il s'agit juste que je referme ça. On va y arriver. Bon. Je vais vous mettre ça pendant que je parle, parce qu'il n'y a pas de son, de toute manière. Donc, lui, Clive Holden, il est vraiment, dans les dernières années, parti sur une chire de générer de l'art, ce qu'on appelle de l'art génératif. Il y en a qui attribuent ça à de l'intelligence artificielle. Je sais pas à quel point on peut qualifier ça de ça, mais c'est plus l'idée il produit des projets qui sont
générées par des boucles itératives de calcul algorithmique. Donc, tu as des algorithmes qui partent, qui vont chercher, puiser dans des bases de données. Puis, il y a des itérations. Donc, ça fait un retour sur lui-même. Puis, c'est comme si le programme en soi, il apprenait de lui-même, se peaufinait tout seul, en fait. Donc, Clive Holden, par exemple, il a parti tout un projet de Internet Mountains. Lui, il voulait juste amorcer une réflexion sur la prédominance des montagnes sur Internet. Il y a comme des chatons, puis il y a des montagnes, là. Bon, là, lui, c'est le volet montagne qui l'intéressait. Puis, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi on a quelque chose d'aussi fort, monolithique, ancestral, géologique sur le cloud, en fait. Ce contraste-là entre la chose en soi, une montagne, puis cette espèce d'ancestralité-là, cette durabilité-là que ça représente dans notre environnement, puis la force de présence que ça a, puis là, de mettre une saturation de ça sur un médium super éthéré, le nuage, puis qu'on est là, on flippe d'une image à l'autre, puis ça devient comme un espèce de fantasme un peu désincarné. Et il s'est dit, ben, il y en a tellement que il voulait laisser travailler, c'est ça, le logiciel en soi pour comme qui autogénère sa propre fantaisie de montagne finalement. Fait que l'idée c'était vraiment de créer une œuvre où puis ça en fait c'est juste un segment là, je pense que c'est une œuvre qui dure vraiment très très longtemps là, c'est comme une suite infinie en fait de montagnes fabulées là, on est comme dans un genre de Kalinos de montagne. Puis pour lui c'était vraiment de juste mettre l'emphase sur cette dimension là un peu fantasmatique de cette présence là, cet archétype-là, en fait, sur le web, puis ce que ça représentait pour les gens. Il vient avec ce type d'œuvre-là la question de... c'est ça, c'est qui signe une œuvre comme ça, finalement? Tu sais, lui, il a programmé un code, en fait. Puis après ça, le code, il roule, puis le code, il compose. Donc, est-ce qu'il est vraiment... Il est propriétaire de quoi, finalement? Puis là, il y en a... c'est vraiment quelque chose qui est débattu en ce moment. Il y a les premières œuvres génératives comme ça qui commencent à se vendre sur Christie's, là, donc un encan d'or vraiment important. Puis là, tout le monde est comme oui, mais là, premièrement, on attribue quelle valeur à ça? C'est une valeur qui augmente ou qui déprécie dans le temps? Puis on donne l'argent à qui exactement? Puis bon, c'est comme pas clair. Puis il y en a qui s'entendent pour dire, ben, tu sais, les artistes, finalement, s'ils signent quelque chose, c'est qu'ils signent pas tant l'œuvre que le code. Donc, quiconque reprendrait le code, puis mettons, quiconque reprendrait son code, puis refaire un autre Internet Mountain qui n'est pas le même, ben techniquement, ce serait lui voler son travail, en fait. Donc, c'est plus temps de plagier la chose en soi, le résultat en soi, que de plagier le code en soi. Donc, le fonctionnement, la structure qui sous-tend le résultat. Parce que le résultat, lui, a été généré par machine, en fait. C'est pas Clive Holden qui a composé ça à proprement parler. Donc, on a un peu cette espèce de complexification-là où on a un auteur en amont qui configure un programme. Puis, de plus en plus, non seulement avec un auteur en amont qui configure un programme, mais on a maintenant, je vais juste le remettre au début, puis on va écouter ça, on a des auteurs en aval qui agissent sur le programme. Donc, un exemple de ça, ce serait une œuvre qu'on regarde ici de Perry Bard, qui est une artiste québécoise qui est maintenant basée à New York. Puis en 2008, si je me rappelle bien, elle a composé, ça s'appelle, The Man with a Movie Camera, The Global Remake. Fait que c'est une reconstitution d'un film, un film canonique dans l'histoire du cinéma, qui s'appelait The Man with a Movie Camera, qui avait été produit par Dziga Vertov, un grand cinéaste russe. Puis c'est un film qui a vraiment marqué l'histoire du cinéma au niveau du cinéma expérimental. C'est un des premiers films sans scénario, sans dialogue. En fait, on pourrait mettre un peu de son. Je pense qu'il y a du son, mais pas besoin de le mettre fort, là, juste comme en bruit de fond. Puis c'est un des premiers films où c'était juste un amalgame de scènes. C'est super impressionniste, en fait. Donc c'est vraiment c'est comme le début du cinéma d'avant-garde. Puis bref, c'est une œuvre très importante. Puis en soi, c'est un film qui est construit d'une manière où t'as comme un cinéaste qui s'est comme promené dans, tu sais, comme dans la vie. C'est un cinéma d'impression, si tu veux, du monde. Donc le film original en lui-même grappille, si on veut, des moments
dans la vie, dans le monde réel, puis nous fait une construction très impressionniste à partir de ça. Fait qu'un peu basé sur cette éthique-là, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a monté elle a codé un programme, tout ça, qui invitait des gens à venir émuler le film, reconstituer le film plan par plan dans chaque scène. Donc, je vais vous montrer tantôt, il y a une page, là, fait que là, on a comme chaque plan et chaque scène est décrite avec sa durée puis combien de plans il est supposé y avoir par scène. Puis là, ça décrit dans cette scène-là, tu sais, comme qu'est-ce qui est supposé se passer. Fait que les gens ramassent les directives, si vous voulez, puis là, ils partent dans leur monde à eux, puis ils font une reconstitution. Donc, mettons, si c'est comme un homme grimpe au-dessus d'une caméra, puis, ou tu sais, un homme roule une bobine, ben là, la personne pogne ça chez elle, puis elle dit, OK, ben comment je pourrais faire ça? OK, ben je vais prendre mon vélo, je vais faire rouler, puis ça va être comme un analogue, tu sais. Et donc, puis là, après ça, les gens, donc, téléchargeaient les directives avec le plan original, travaillaient leur version et exportaient leur version sur le site de Perry Bard, qui, elle, ramassait toutes les versions qu'elle recevait, puis elle en a reçu, là, il y en avait des millions à la fin, là. Ça a roulé des années de temps, là. C'est comme, le programme est arrêté. Ça a duré comme presque 10 ans, là. Ça fait pas longtemps qu'elle a arrêté. Ce qui fait que sur son site web, ça, c'est une version arrêtée qui roule sur Vimeo. Donc, on en a une seule version. Mais sur son site web, pendant que ça roulait, tu avais le film de Vertov à gauche, puis tu avais le remake à droite qui, à chaque nouvelle itération, changeait, en fait. Parce que l'algorithme allait chercher, tu sais, comme, mettons, par scène, tu avais peut-être 30 personnes qui avaient uploadé quelque chose, une version. Fait que là, ça allait chercher une autre version. Fait que là, tu avais un remake qui se réinventait systématiquement d'une occurrence à l'autre, c'est ça, en temps réel sur le web. Fait qu'il y avait moyen, à chaque fois qu'on allait consulter son site web, ben le remake, lui, avait changé entre-temps, puis se réinterprétait. Puis elle, c'était vraiment cette idée-là, un peu de cette utopie-là, tu sais, du global, finalement, de comme cette idée-là de travailler en réseau, là, mais comme à travers le monde, puis d'avoir un peu comme c'est quoi Vertov pour vous, finalement, puis que les gens contribuent leur vision, leur compréhension du film de Vertov dans un remake qui devenait complètement multiple, en fait. Fait qu'il y a comme un peu un grand idéal de collectivité là-dedans. Mais bref, une œuvre comme ça, comment tu la vends? Puis comment tu l'identifies dans le sens... Fait qu'elle, veut pas, les gens attribuent ce projet-là à cet artiste-là parce que c'est elle qui a monté le code, c'est elle qui a monté le programme, c'est elle qui a établi la structure pour faire ça. Mais ensuite, toute cette banque-là de participants, veux pas, la réalisation de l'œuvre est vraiment codépendante de la participation, en fait, de cette banque de participants-là. Donc, c'est plus simple une fois que, comme par exemple là, son programme a arrêté de rouler. Là, il y a une version qui a été arrêtée puis qui est diffusée comme ça sur Vimeo. Mais là, admettons qu'à un moment donné, ça voulait être acheté par un musée. Qu'est-ce que tu achètes? L'unique version ou tu achètes le programme puis tu repars l'affaire? Ou c'est comme les frontières de ces œuvres-là sont en ce moment très indéterminées, en fait. Puis c'est à partir du moment où une collection privée ou publique veut, par exemple, faire l'acquisition d'une œuvre de même, sur le plan légal, là, c'est un vrai foutoir. C'est vraiment compliqué. Puis il n'y a comme aucune balise d'établie en ce moment. Fait que ça, c'est un peu, ça fait partie des défis qui sont en ce moment un peu abordés, là, en fait, surtout par les hautes institutions. Puis justement, pour établir un cadre légal, professionnel et légal autour de ces œuvres-là pour qu'elles puissent être intégrées dans du patrimoine public, privé, etc., éventuellement. Mais donc, on le voit un peu dans ce paradigme-là, comment on s'éloigne de cet idéal-là de l'artiste solitaire, qui travaille seul dans son studio, puis qui est dans sa tête, puis dans son monde. Je veux dire, il y a beaucoup de la création aujourd'hui où c'est se sortir de sa tête, en fait, puis de vraiment entrer en mode d'échange avec un paquet d'autres mondes ou avec un paquet d'autres êtres. Je vais juste arrêter ça. On ne va pas l'écouter tout le long, ça dure quand même 1h30, là. Mais bref, pour revenir à
à ça. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est le film de Perry Barth. C'est juste pour vous montrer, ça, c'était une de ses planches de travail. Donc, quand on allait sur son site web, donc, elle déconstruisait entièrement le film comme ça, scène par scène, plan par plan, avec le descriptif, la durée, puis le descriptif de ce qui devait se trouver. Les gens téléchargeaient ça, travaillaient de leur bord, puis ramenaient leur version ensuite. Maintenant, dans un schème, disons, beaucoup plus dystopique, un autre projet qui traduit, disons, une autre... Oh, encore une fois. Excusez-moi, là, c'est vraiment... Ah, c'est bizarre. OK. C'est comme si mes pages Internet ne voulaient pas venir à l'avant-plan, là. Puis là, il ne veut pas se mettre en mode plein écran. C'est super. Je vais juste l'agrandir. Donc, un projet qui nous parle un peu de cette réalité-là, mais en mode vraiment plus dystopique, c'est un projet qui s'appelle Tracking Transients. C'est d'un artiste qui s'appelle Hassan Elahi. Lui, il est iranien, en fait, puis il a été un peu traumatisé par septembre 2001. En fait, comme lui, il voyageait tout le temps là, en Iran, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de familles là, il y a beaucoup de communautés, puis il y a beaucoup de projets, en fait, dans les contrées arabes, dans justement des musées, des centres d'artistes, tout ça. Et là, avec septembre 2001, en fait, il a fait partie des personnes qui ont été ciblées comme suspectes. Fait que là, il y a eu des visites du FBI, en tout cas d'une tralée de monde. Il était harcelé. Il a été mis en détention, je pense, quelque chose comme 9 fois sur une durée de 2 ans. Il a passé 9 détecteurs de mensonges. Bref, ça a vraiment été rough. Puis je pense qu'au début, tu sais, dans l'année qui a suivi ça, il est sorti magané, là, tu sais, dans le sens tu perds confiance en toi. Tu sais, je veux dire, t'es traité comme une fraude, puis un imposteur, puis un danger à ta société comme des mois, puis des années de temps. À un moment donné, ça t'affecte, là, tu sais. Fait que là, il s'est comme un peu remis de ça. Puis, une fois un peu remis, mais lui, il était encore sur une genre de blacklist où il était suivi, là. Il était constamment suivi, puis il savait que, tu sais, ses réseaux sociaux se faisaient hijacker par le Pentagone, par le FBI, puis bref, il était surveillé à temps plein, là. Puis il devait lui-même rendre des comptes. Puis là, je vais juste vous montrer. Donc ça ici, ces petits carrés-là, c'est simplement un zoom-in de sa localisation en temps réel. Donc, mettons, pendant que je préparais ma présentation, là, j'allais voir ça une fois de temps en temps. Puis là, il est souvent dans la région de Washington, mais il change de place, là. Puis là, tu peux zoomer in, puis oh non, ben là, il m'a fait quitter. Puis là, tu peux carrément voir les bâtiments où il est. Fait que là, à un moment donné, j'étais rendue tellement familière parce que je le fréquentais souvent son site que j'étais comme, dans le fond, il travaille sur tel campus. Puis je suis comme, là, il est à la café. Où est-ce qu'il est selon l'heure de la journée? Puis là, ça, c'est carrément Etheria. Puis là, t'es tout le temps comme en relation avec catalogage en temps réel à chaque jour, à chaque moment des endroits où ce qu'il mange, à quelle toilette il va, tout, en fait. Sa vie au complet est en ligne, là, comme ça, partout où il va, tu sais. Fait que là, j'imagine, il doit se préparer justement à prendre un vol, tout ça. Puis c'est quelque chose qu'il fait systématiquement depuis, genre, 2002, 2003. Ça fait un bout, là. Fait que lui, il a pris comme... Il a vécu la violence psychique, la surveillance, puis il a été vraiment affecté. Puis à un moment donné, il a fait comme, OK, fuck off, là. C'est genre, vous voulez de l'information? C'est comme, je vais vous en donner une pelletée. Fait que là, il a comme joué le truc, tu sais, comment tu veux noyer un marché? Ben, tu noies la demande. Tu sais, c'est comme, il y a une demande pour de l'information, je vais vous en cheveler, là. C'est comme, vous allez en avoir trop à traiter, ça va être too much. Ça va comme étouffer l'oppression, en quelque sorte. D'où son site qui le track en live, là, jour après jour. Puis, il est même rendu que, tu sais, il a comme sa petite pratique quotidienne, genre, tu sais, quand il rentre chez lui puis il relaxe, là, avec une bière, ou est-ce qu'il regarde, tu sais, comme les taux de fréquentation de son site web, puis là, il peut voir, tu sais, les affiches des visites du Pentagone, du secrétaire de la Défense, du bureau exécutif du président, tu sais, il voit comme tout ça, là, genre, passer. Puis surtout dans une genre de situation vraiment étrange où... il regarde le gouvernement en train de le surveiller, en fait. C'est vraiment... Mais tout ça, pour lui, en fait, il en a fait une œuvre d'art, un projet performatif en ligne, tout ça. Mais pour lui, ça a été la seule manière qu'il a trouvé pour gérer le stress d'être surveillé.
c'est dire, OK, je vais la jouer la game, là, mais comme à 100 000 à l'heure. Puis là, depuis que lui-même est rendu comme, disons, la personne la plus en position d'extimité, là, donc l'intimité comme projetée dans l'arène publique, ben là, au moins, c'est en contrôle, dans le sens, c'est son choix, puis c'est lui qui fournit l'information, donc il reprend possession de sa vie, en quelque sorte. Donc ça, je trouvais que c'est un des projets que je trouve extrêmement évocateur des dynamiques sociales d'aujourd'hui. Puis je veux dire, on est probablement tous beaucoup plus surveillés qu'on pense. C'est juste qu'à sa différence à lui, on les voit pas, les signaux. Mais je veux dire, on s'entend, là, on n'est pas tous targetés comme des menaces à la société, mais ça prend pas grand-chose pour qu'on devienne profilé d'une certaine manière. Il y a juste à voir, deux, trois jeunes excités environnementaux au Québec, à un moment donné, ils ont été sur des listes, là. Tu sais, je veux dire, la frontière est assez ténue quand même. Puis on est là, on pense qu'on a le libre arbitre, puis on est sur les réseaux sociaux, puis on utilise nos cartes de crédit, puis tout est beau, puis tout est le fun, mais pendant ce temps-là, il y a du monde qui recalibre notre place dans la société, puis c'est comme, OK, c'est beau, c'est pas une menace, OK, c'est beau, c'est pas une menace, mais on est constamment checké, en fait. Puis il s'agit d'une fois là, où on est genre mal compris dans nos actions pour qu'on se fasse comme shifter de catégorie. Là. Puis là, tout d'un coup, tu vas faire ton week-end à la mer aux États-Unis, puis ça passe plus. Là, c'est comme, on sait pas pourquoi. T'sais. Fait que ça, c'est comme, il y a cette espèce de sous-texte-là, de contrôle, en fait, que lui, ça lui est revenu vraiment en pleine face. Puis là, par ce projet-là, il essaye de rendre ça comme tangible pour les gens, puis vraiment leur faire comprendre que c'est comme, lui, il l'a vécu à un niveau, là, exacerbé, mais c'est pas une exception, en fait. C'est de plus en plus rendu la norme. Donc, un peu un wake-up call dans ce sens-là. Et donc, bon Dieu, je vous naviguer d'un site à l'autre. Un peu dans la gamme, tant qu'à s'enfoncer dans la dystopie, là, je vais de pire en pire, je vous préviens, là, d'un projet à l'autre. Lui, c'est bizarre. Coudonc, j'étais supposée avoir un lien ici. Eh bien, excusez-moi. Bon, ben, je vais Ah non, c'est bon, j'ai pas de lien, c'est beau. J'étais un peu dans ma tête, désolée. Wafa Bilal, ça, c'est un artiste arabe, irakien, en fait, qui a une pratique constante où ce qu'il cherche à explorer, c'est les sentiments d'injustice dans des contextes d'hyper-réalité. Donc, tout le monde sur le web, tout ce qui peut se passer sur le web, il va explorer plein de contextes de virtuel, de réalité en ligne où il y a des injustices qui se passent. Il a beaucoup retravaillé, un peu comme fait des putschs sur des jeux vidéo en ligne qui étaient hyper racistes, par exemple. Puis il faisait des renversements de rôle pour faire sentir les stéréotypes une fois qu'ils sont inversés. Bon, il a fait beaucoup de commentaires critiques comme ça par rapport à plein de situations issues du web. Puis dans ce cas-là particulier, Domestic Tension, en fait, il était invité par une galerie à Chicago à faire un projet. Il se faisait offrir une expo d'1 mois. Puis il a dit, puis lui, je pense qu'il est immigré de l'Irak parce qu'il a vécu la guerre là-bas. Il a été dans des camps de réfugiés sous Saddam Hussein. Puis il a perdu plein de membres de sa famille sous des attaques missiles qui étaient contrôlées à distance. Là, des genres d'attaques presque aléatoires, tout ça. Fait que lui, il a vécu le sentiment de grande injustice. En fait, il a perdu des gens qui étaient des collatéraux, en fait, dans cette guerre-là. Puis la violence tu sais, avoir de tes proches qui meurent d'une mort extrêmement violente, mais par un processus de guerre qui est tout commandé à distance, qui est complètement désincarné, puis où l'assaillant, si vous voulez, lui, vit aucunement cette violence-là, là, tu sais, qui est complètement détaché, en fait. Puis ça l'a vraiment marqué. C'est comme si ça décuplait, si on veut, le deuil puis le traumatisme. Fait que c'est dit, je veux faire une œuvre là-dessus. Fait que quand il est invité à cette galerie-là, il a dit, OK, ben mes 30 jours, là, moi, je vais les utiliser, je vais habiter dans la galerie. Il s'est fait installer tout un espace multifonctionnel, un genre de loft, là, si vous voulez, dans la galerie, où il continuait à travailler sur ses projets à l'ordinateur, puis il pouvait dormir, manger. Je pense qu'il se faisait apporter de la bouffe par du monde. Il n'est pas sorti en 24 heures sur 24, 30 jours de suite, il n'est pas sorti de cet espace-là, qui était coupé avec du plexiglas d'un bord. Fait que tu pouvais aller le voir vivre dans la galerie pendant ces 30 jours-là. Il y avait une séparation en plexiglas entre les visiteurs et son espace de vie. Mais ce qui était particulier, c'était qu'enchâssé dans ce plexiglas-là, il y avait un paintball, paint gun, un gun à peinture, là, comme dans les jeux, là, bon, tout ça, qui était en fait une genre de mitraillette, là, si vous voulez. Et ça, ce
fusils-là étaient activables à distance par le web. Donc, il y avait tout un site web lié à l'exposition qui expliquait le concept, tout ça. Puis, des participants pouvaient puis il était constamment surveillé par caméra, 24 heures sur 24. Tout ça, donc, il était visible sur le web. Puis, les gens pouvaient justement, là, partir à sa chasse puis essayer de le pogner avec du paintball. Et le fusil était conçu d'une manière qu'à chaque fois que le fusil tirait, ça faisait le bruit d'un semi-automatique. Donc, auditivement, puis il y avait une odeur vraiment comme dégueulasse. Fait que c'était quand même traumatisant, là. C'était pas comme juste un petit paintball de même, là. Et en 30 jours, il a reçu 60 000 coups de fusil tirés par 128 participants issus de 128 pays différents. Non, je pense qu'il y avait plus de participants que ça, mais qui étaient issus de 128 pays. Puis, il y avait plein de commentaires haineux et raciaux sur le site du projet. Bref, il était vraiment l'objet d'une genre de haine à distance, là. C'était comme hallucinant. Puis, les gens... donc, lui, c'était vraiment de parler de comment la violence est facile quand t'es pas investi, quand t'es pas directement le témoin de la souffrance que t'engendres, en fait. Donc, c'était encore un peu parler de la transformation des guerres par ces nouvelles technologies-là à distance, par le géopositionnement, tout ça. Puis parler de l'aliénation, en fait, qui vient avec cette mise à distance-là. Puis comment même les conflits qui, en soi, sont déjà déshumanisés, mais ça les déshumanise une coche de plus, en fait. Il est sorti de là... vraiment avec un syndrome post-traumatique, puis il en a gardé des séquelles, en fait, là. Mais c'était vraiment pour... Puis c'était pour montrer comment ça, c'est une situation fictive et elle est traumatisante. Ça marque quelqu'un à vie, puis c'est même pas un cas de réel danger, en fait. Donc, c'était pour montrer aussi comment, la violence, là, je veux dire, comment on la banalise, en fait. On s'en rend même plus compte, en fait. Puis la violence par procuration, c'est comme si ça diminuait la responsabilité. Donc, je trouvais que pour ça, c'était un projet qui était d'une grande efficacité à son détriment, malheureusement. Un autre cas, mon Dieu, le temps file, hein? OK, je vais vous en parler vite, mais mon Dieu. OK, je vais peut-être vous passer ce cas-là qui est vraiment, vraiment très déprimant pour... non, je vais vous en parler. Puis, écoutez, on va juste finir sur une drôle de note, là, mais Christoph Sligentia, c'est un cinéaste engagé autrichien qui fait des films super critiques, tout ça. Puis là, à un moment donné, en 2000, ce qui arrive, c'est que ça suivait des élections récentes où, pour la première fois en je ne sais pas combien d'années, l'Autriche avait fait rentrer le parti d'extrême droite. Puis là, fait que là, lui, il voyait l'aura du fascisme derrière ça, bon, tout ça. Et il y avait dans les journaux, tout ça, il y avait des grandes discussions qui critiquaient les réfugiés. Qui étaient, c'était-tu des réfugiés ou des immigrants illégaux qui étaient mis en centre de détention, puis puis même les réfugiés, en fait, à ce moment-là, se faisaient expulser. Le pays était juste, complètement dans une chire de droite extrême, fort désagréable. Puis là, il a voulu faire un projet qui brasse la cage à ce niveau-là. Fait que ça, c'est sûr, justement, sur la place publique. C'est une grande place devant l'Opéra à Vienne. Donc, c'est un des endroits emblématiques de l'Agora, si vous voulez. Puis là, il a construit cette espèce de plateforme-là, très boboche, avec des containers à train. Puis c'était comme une espèce de plateforme à partir duquel il a construit... C'était comme pour amener dans la réalité un exercice de télé-réalité de mauvais goût. Puis c'était, je pense, basé sur une télé-réalité vraiment de mauvais goût qui circulait en Europe avec un principe d'exclusion où les gens se font flusher là, au fur et à mesure, tout ça. Donc un cadre très aliénant. Fait qu'il a pris la télé-réalité, le climat politique du moment, puis il a comme amalgamé ça dans un projet réel et en ligne. Donc à chaque jour, il présentait des candidats qui étaient des illégal, des immigrants illégaux qui participaient de leur plein gré au projet, je pense beaucoup par cynisme, puis d'autres par désespoir, en fait, là, en espérant qu'il découle, je sais pas, quelque chose de... Tu sais, je veux dire, ces gens-là se préparent à se faire expatrier, puis renvoyer dans leur pays où ils sont en danger de mort, fait qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi, là, pour agiter les consciences.
Et là, c'était un jeu vraiment terrible de, à chaque jour, la population par Internet était invitée à en sélectionner un, en flusher un, en fait, tu sais, pour le renvoyer en centre de détention, tout ça. Et l'ultime gagnant, le seul gain pour l'ultime gagnant, c'était d'espérer que un citoyen autrichien, tu sais, en réponse à ce concours-là, accepterait de faire un mariage légal pour qu'il puisse rester dans le pays. Tu sais, c'était comme complètement... C'était juste vraiment dégueu, en fait. Mais, donc, c'était un projet totalement aliénant et les gens, là, étaient outrés, là, mais comme ça criait sur la place publique. Les gens allaient crier leur haine, tu sais, envers le cinéaste, comment ça n'avait pas de bon sens ce qu'il faisait, comment c'était aliénant, tout ça. Mais en même temps, c'était vraiment confondant parce que tu avais aussi... T'avais notamment une personne aînée, un monsieur qui est arrivé comme avec tout son décorum militaire de la Deuxième Guerre mondiale, puis qui était totalement fier du projet. Fait que t'avais comme ces contrastes-là, à même le public, c'était comme tout d'un coup... tu sais, parce que l'espèce c'était un projet qui fonctionnait sur le 2e degré, mais ça allait chercher les gens au 1er degré en même temps. Puis là, ça confrontait la population à sa propre dichotomie ou à son propre paradoxe. Mais dans tous les sens du terme, la réaction a été phénoménale en termes de réponse là, émotive au projet. Puis lui, son point, c'était comme, regardez comment vous réagissez. Tu sais comment, là, je veux dire, ça met la poudre, tu sais, la poudre au feu, puis là, comme tout le monde, là, ça brasse la marde, puis tout le monde réagit, mais c'est une situation de fiction. C'est bêtement un jeu. Puis en parallèle à ça, tu as une situation réelle, un centre de détention qui est juste à l'extérieur de la ville. Ce serait comme l'équivalent d'être au quartier 10-30 à Montréal, là. C'est juste là, puis personne n'en parle, en fait. Jamais. Fait que là, c'est comme là, vous réagissez comme ça à la fiction, puis vous êtes comme dans l'apathie par rapport à la réalité. Puis ça, c'était son point à lui, de dire, on fictionnalise les choses, on les spectacularise, on les stage, on met Internet là-dedans, puis tout le monde répond à ce mode-là, mais personne répond au mode du réel, en fait, de la vraie politique. Et là, puis là, lui, il ramenait ça au vote des gens, en fait. C'est comme vous avez voté ce projet-là, en quelque sorte, quand vous avez voté aux dernières élections. C'était un peu de confronter les gens à ça, dans le fond. Donc, en gros, encore une fois, lui, c'est de passer par le côté comme de réseautage social dans sa dimension aliénante, parce que c'est là où les gens sont, finalement, aujourd'hui. Et c'est à ça qu'ils répondent. Mon Dieu, le temps file. Tout ça, avec tout ça, je voulais vous parler, je vais vous l'évoquer rapidement, mais tu sais, on parlait comment, tu sais, il y a une transition d'une modernité solide vers une modernité liquide. Ça, c'était ça, un sociologue, Zygmunt Bauman, qui a établi ça au début des années 2000. Puis en gros, c'est que lui décrivait comment, tu sais, on est passé de structures sociales, étatiques, nationales, sociales, mais même individuelles, qui sont ancrées dans un monde qui est stable, fixe et même monolithique. Donc, c'est le modèle, tu sais, une image qu'ils utilisent pour décrire ça, c'est le Fordisme. Donc, des sociétés, des compagnies, des corporations, puis des gouvernements qui sont stables dans le temps, qui sont hiérarchiques, qui sont centralisés, qui sont structurés, équilibrés, puis qui tablent sur la durabilité dans le temps. Ça a été un modèle qui a longtemps fonctionné. Puis l'économie était ancrée là-dedans. Puis l'économie, tant il y a aussi longtemps que ce modèle-là était dominant, l'économie restait ancrée aussi dans une forme d'économie concrète, directement liée aux ressources, directement liée à la production, puis c'était vraiment comme ça s'échafaudait à partir de là. Puis là, le rôle d'Internet là-dedans, c'est qu'avec l'arrivée d'Internet, là, ça a été un catalyseur, un vecteur par excellence pour complètement désincarner l'économie, la rendre volatile dans les flux de communication et de donner toute la place à la spéculation financière qui transige toute par les flux de communication. Et là, on a affaire aujourd'hui avec une économie qui est entièrement sur le nuage, qui répond à des stimuli sporadiques puis un peu erratiques d'acteurs importants qui répondent à des rumeurs économiques. Et ça, tout ça là, c'est extrêmement volatile et fugace, en fait. Puis le pouvoir devient distribué
c'est plus justement tout concentré dans des quartiers généraux de CEO à la tête de tatata. Là, c'est comme tout distribué dans plein de pays différents, dans plein de niveaux corporatifs différents ou nationaux, de moins en moins en fait dans les gouvernances, de plus en plus dans là où il y a l'argent, dans les transactions, tout ça. Et donc, quand il arrive comme une crise comme 2008, ben mettre le doigt, pointer du doigt les réels responsables, là, ça nous fuit entre les mains, en fait. On n'est plus capable de positionner clairement le pouvoir. Il y a une couple de têtes qui tombe, là, mais ça fait pas le tout. Tu sais, comme on n'est plus, le pouvoir n'est plus localisable. Ce 1%-là, il est comme complètement évasif. Spatialement, géographiquement et économiquement, on n'arrive pas à le positionner. Donc, c'est un monde qui est fuyant, qui est hyper mobile, qui est fugace, puis qui est très, très volatile, changeant. Et ça a des conséquences directes, en fait, sur la vie de tous les gens, sur l'économie concrète. Et c'est une économie qui est de moins en moins rattachée aux ressources en soi. Ça reste là, mais c'est pas nécessairement le vecteur dominant. Au contraire, la production de ressources, elle, est affectée par la spéculation financière. Puis ça va catalyser ou arrêter des processus d'extraction ou de production en fonction de cette spéculation-là qui fluctue. Et donc ça l'a comme transformé toutes les strates de la société de long en large. Puis les pays ont de plus en plus de misère à avoir une forme pas d'autorité, mais d'efficacité, si vous voulez, parce qu'ils sont comme démunis là, devant cette espèce de flux économique-là qui les ramasse. Puis là, les tentatives de mettre des protectariats, puis des ententes, puis pour maintenir une stabilité sur le territoire national, alors que ça fait fi des nations, des frontières. Puis fait que c'est rendu un challenge pour tout le monde, incluant les gouvernances. Puis dans la vie de tous les jours, les gens sont appelés à se déplacer radicalement pour pouvoir travailler. Ils se déplacent pour une job super intéressante, mais qui a comme aucune promesse de durabilité dans le temps, aucune sécurité. Le précariat émerge à toutes les strates, même les strates les plus éduquées. Bref, le monde change au complet, mais il vient avec ça aussi une fluidité d'opportunités. Donc, les gens qui, eux, disons, entre guillemets, vivent bien ces contraintes-là, ben eux, là, ils ont toute la marge de manœuvre, c'est plus facile de se déplacer qu'avant. Les espèces de la creative class qui s'inventent ses propres jobs, qui inventent ses propres mandats et fonctions. Bref, il y a comme la possibilité pour un foisonnement là-dedans, mais ça jette le monde dans la précarité. Puis donc c'est à la fois violent et merveilleux en fait. Puis ça, il y a beaucoup de monde qui réfléchissent à ça. Puis le grand responsable de ça, ben c'est le capitalisme mondial intégré. Mais Internet et le flux des communications, c'est comme le médium par excellence pour catalyser cette forme de capitalisme-là, en fait. Donc, c'est comme le bras gauche, en quelque sorte. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui affecte beaucoup de monde. Puis, beaucoup d'artistes ont comme réagi à ça. Ça, je vais le passer si ça ne vous dérange pas, parce qu'on manque de temps. Mais beaucoup d'artistes ont vraiment réagi à ça. Notamment le Critical Art Ensemble, qui est un collectif d'art extrêmement acerbe envers ces nouvelles dynamiques-là économiques. Puis là, je vais encore une fois fermer mon PowerPoint pour vous donner accès. Donc ça, c'est leur site web. Et puis, tu sais, pour vous donner une idée, là, donc eux, ils font dans l'art médiatique, dans le bio-art, ils touchent à tout. Puis beaucoup d'art sur le web, très subversif. Ils ont carrément écrit un manifeste de résistance électronique. Donc, comment nuire à des compagnies sur le web, comment agir comme vraiment une contre-force. Puis de se protéger en même temps sur cette plateforme-là qui est extrêmement complexe et surveillée par moments. Et puis même à un tel point où un de ses fondateurs, Steve Kurtz, a été suspecté de bioterrorisme en 2004, puis était surveillé par le FBI. Puis bon, tu sais, fait que c'est comme ils ont une telle posture critique qu'ils deviennent vraiment un espèce d'électron libre un peu dérangeant en fait dans la structure des choses. Et donc, eux ont beaucoup fait de projets fort intéressants, notamment des... je vais juste attendre que ça charge. Notamment des manifestations des genres de parties de quartier, mais totalement dystopiques.
où est-ce que là, il faisait la fête dans des quartiers qui étaient, dans des villes qui étaient en dépression, qui étaient assujetties justement au flux international de l'économie, qui étaient ravagées par ça, qui n'arrivaient pas à se remettre sur pied. Puis là, ils font la fête dans cette ville-là, puis let's party as if it was 1929. Puis c'est comme c'est vraiment là comme. Fait qu'ils essayent ils ont développé toute cette série-là de fêtes, en fait, de manifestations festives dans des villes, mais pour souligner tous les problèmes, en fait, par lesquels ils sont touchés par cette espèce de fluidité-là économique qui terrasse, en fait, des économies locales qui ne sont pas capables de suivre, en quelque sorte. Ben écoutez, je pense que rendu là, j'en avais un paquet d'autres exemples à vous montrer, mais à un moment donné, vous devez avoir faim. Donc, je pense qu'on va s'en tenir à ça. À la limite, dans le PowerPoint, il y a des liens, en fait. Vous allez pouvoir comme aller explorer d'autres projets, d'autres sites web d'artistes qui sont un peu dans la même gamme que le Critical Art Ensemble. Donc, vous allez y avoir accès par après-coup. Donc, sur ce, je ne sais pas si vous avez des commentaires, des observations ou des questions. À Montréal non plus. Mireille, est-ce que tu avais une question pour Gentiane? Okay. J'en déduis par la gestuelle que non. Ah, ben, finalement, oui. En fait, c'est juste un commentaire, mais j'ai trouvé la présentation extrêmement intéressante. J'ai trouvé ça superbe et inspirant. Ah, ben tant mieux. Et en plus, une excellente oratrice et hyper claire, fait que j'enverrais juste des fleurs de ce côté-là. Bon. Voilà. Bon, ben, content que je vous ai retardé votre heure de dîner, pas avec trop de trivialité. Ben, je pense qu'on est pas mal... ça se termine là, hein? Bon, ben, en tout cas... Oui? Oui. Excuse-moi, j'ai pas compris. Vous avez une question? Ah, oui. Bonjour, mon nom est Bernard Langlois, musicien, compositeur, arrangeur, ingénieur de son. En fait, juste pour illustrer la création Creative Commons et toutes ces choses-là, la notion du droit d'auteur qui tend à s'effriter, Ouais. des gens essaient de... Je pense qu'il y a une façon de voir, parce que moi, j'ai été manifesté à Ottawa... Beaucoup de collectifs d'artistes, on avait été manifestés à Ottawa en 2011 pour les droits d'auteur. Oui. Je ne sais pas si vous en rappelez, ou en tout cas. Oui. Puis, c'est ça, d'un côté, bon, il y a l'artiste veut, bon, surtout comme compositeur, photographe, programmeur, ça, c'est des droits d'auteur qui sont dans la loi d'auteur du Canada. Mm-hmm. Bon. Puis d'un côté, bon, il y a toute la création en réseau. Ce qui a été convenu avec YouTube, c'est que quand maintenant il y a des annonces, quand on clique, au lieu d'en fait, quand on clique, au certain nombre de clics, ensuite, les auteurs, compositeurs qui sont enregistrés moi je me suis enregistré à New York, une firme qui s'occupe de ça, puis YouTube va verser des redevances selon le nombre de clics aux ayants droit. OK. Mais à ce moment-là, les artistes, bon, ils laissent leurs vidéos, les gens qui mettent des vidéos, tout ça, ils laissent, ou bien c'est sur comme moi j'ai une composition sur un site, bon, je laisse là, je ne suis pas rémunéré pour ça, mais je vais être rémunéré par la publicité. Oui, donc, c'est une façon, maintenant, YouTube a trouvé, on va vendre la publicité, donc les gens qui veulent annoncer paient à YouTube, et YouTube verse des redevances selon les usagers, les clics. Ah, c'est intéressant. Mais surtout que YouTube, eux, profitent, en fait, de la visibilité. C'est ça. Donc, eux font un profit avec votre travail. Donc, oui, tu sais qu'il y a une forme de redevance, un système envers eux. Ce qui a été mis depuis quelques années, mais surtout, bon, on a été informé, la SPAC, l'an passé, ou il y a 2 ans, pour les auteurs-compositeurs du Québec, pour ceux qui voulaient embarquer là-dedans. Ouais. Donc, c'est une façon qui a été trouvée. Mais... bon, tout n'est pas... C'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est ça, tu sais, autant les contextes de création, de production, puis les paradigmes de pensée changent, puis il faut repenser la question de la propriété intellectuelle, mais il ne faut pas non plus juste comme
tout juste fragiliser cet échafaudage-là, puis ramener l'exploitation des créateurs. Tu sais, dans le sens, fait que c'est super. On marche sur des œufs, en fait, je pense. Mais tout le monde est en train de on rentre dans une zone extrêmement complexe. Puis je pense que c'est notamment pour ça que, tu sais, premièrement, il y a des sites qui sont un peu par exemple Vimeo, où tu peux comme mettre un mot de passe, comme contrôler la diffusion de certaines œuvres ou décider de la mettre en visionnement libre. Mais c'est de comprendre qu'à partir du moment où c'est accessible, mettons via YouTube, Vimeo, c'est comme du domaine public, tu sais. Puis là, vient avec ça, la capacité des gens qui répondent à ton travail, qui l'approprient, qui le remixent, qui y a une forme de conversation créative, si on veut. Mais là, la question, c'est comme, puis là, c'est aussi donner l'opportunité à chaque créateur de se positionner dans le spectre de jusqu'à quel point ils veulent participer à un échange libre ou mettre des balises. Puis bon, je pense que tranquillement, il émerge des choses comme Creative Commons. Creative Commons qui a... quand les gens inscrivent leur travail sous Creative Commons, il y a toute une gradation. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, dire mettons que moi, j'écris un texte, là, par exemple, puis je le diffuse sur mon propre site, mettons, ou un autre site, là, universitaire, n'importe quoi. Je peux dire, bon, mon texte est sous Creative Commons, c'est-à-dire que vous avez le droit de, disons, diffuser mon texte dans des contextes non lucratif. Par exemple, quelqu'un en classe, quelqu'un qui veut le faire lire dans une classe, t'as pas besoin d'aller chercher mes droits d'auteur puis de passer par la CEDIC. Moi, je te donne le droit, d'enseigner mon texte dans ta classe, mettons, mais vous avez pas le droit de le reproduire sur une plateforme publique. Puis il y a toutes des gradations jusqu'à faites-en donc ce que vous voulez, puis genre, je vous demande même pas de me citer correctement. Il y a fait que là, les créateurs de textes, d'œuvres, whatever, quand ils s'inscrivent sous Creative Commons, ils peuvent comme aller chercher la gradation de contrôle ou de délégation, de libre arbitre qui décide, en fait. Donc ça, je pense que tranquillement, il y a comme un peu un peaufinage, si on veut, d'options là, qui se développent. À quel point c'est respecté, ces normes-là, ensuite, par les utilisateurs. C'est une immense question. Mais je pense que c'est une question qui va... dans la prochaine décennie, là, au niveau des producteurs et des créateurs, ça va comme habiter la plateforme de réflexion parce que les pratiques changent tellement que ça vient comme vraiment complexe. L'ancien modèle ne peut plus répondre à toutes les formes, en fait, puis à toutes les contingences de la production aujourd'hui. Ouais. Bon, écoutez, pour ma part, ça clôt ma participation à la semaine du numérique en Estrie. J'ai trouvé ça super chouette, puis c'était vraiment le fun de vous avoir avec nous, Montréal.